Très bien, ça va? D'accord, parfait. Eh bien, je remercie les organisateurs, le Cercle Rébellion pour cette invitation à Bordeaux, où je mets les pieds pour la première fois. Je tiens aussi plus particulièrement à remercier mon ami Daniel, sans qui je ne serais pas là, parce qu'il m'a amené en voiture. C'était quand même un long chemin, on s'est réveillé très tôt ce matin, et comme vous le savez peut-être, il y a une grève SNCF aujourd'hui entre Paris et Bordeaux, donc sans lui et sa voiture, je ne serais pas là. Et donc cette grève m'a bien embêté, je dois dire, et c'est justement quand on est embarrassé de la sorte qu'on comprend l'importance d'avoir un service public qui fonctionne, qui soit à l'heure et surtout qui ne soit pas privatisé, justement. Donc voilà, malgré ce petit embarras, soutien aux cheminots. Et à propos de syndicalisme, je vais commencer sur ça parce que c'est tout à fait dans notre sujet. Est-ce que vous avez vu passer, c'était en avril dernier, cette publicité, enfin non pas cette publicité, cette annonce de la CGT. Alors bon, pour ceux qui sont loin, je vous la décris. On a une scène de sodomie, hein, disons les choses, où on voit un petit travailleur français, visiblement, parce qu'il a un béret, sodomisé par ce qui dont l'iconographie révolutionnaire est présentée comme un syndicaliste, le cigare, la cravate, les poches qui débordent de billets de banque. Et c'est avant les regrets, syndiquez-vous. Donc un message fort. Hein, on peut pas dire que ce soit pornographique puisque c'est une caricature. Hein, on est dans l'ordre du burlesque, de l'humour, pour pousser les travailleurs à se syndiquer à la CGT. Et si j'ai pris cette image, ou plus exactement cette capture d'écran de Facebook, c'est que l'image a été relayée par ce qui semble être une féministe. C'est plus exactement sans doute ce qu'on appelle aujourd'hui les social justice warriors, SJW, disons non 3 fois mensonger, étant donné que ils ont une vision de la justice tout à fait contestable, que ce sont pas vraiment des guerriers et que niveau social on repassera. Elle écrit les camarades de la CGT, donc elle leur donne du camarade, hein, comme s'ils étaient du même côté des barricades, c'est là un petit peu l'ambiguïté. Encore du chemin à faire, ils impriment des livres mais n'ont visiblement pas lu les meilleurs. Et petit rappel, puis ensuite elle met un article pour expliquer que la sodomie est une injure. En fait, ce qu'elle reproche par cette image, c'est d'être éventuellement homophobe et de manière plus générale de laisser entendre que l'acte de sodomie, qu'il soit homosexuel ou hétérosexuel, est forcément un rapport de domination. Alors, certes, dans la pratique de la chambre à coucher, ce n'est pas forcément le cas, mais dans la tradition populaire, se faire enculer n'est pas tout à fait un symbole d'horizontalité. Hein. Il y a quand même un petit côté hiérarchique, humiliant et dominateur. Donc ce que nous apprend cette réaction, d'une part, c'est que ces gens-là qui donnent du camarade aux syndicalistes de la CGT sont plus des parasites du mouvement que des camarades. Ça, il faudrait que ceux qui restent de sérieux et de révolutionnaires dans l'extrême gauche en prennent note, parce que, à mon avis, sur le plan du combat social, le problème n'est pas l'existence des social justice warriors, mais c'est leur manière dont ils essayent désespérément de faire de l'entrisme à l'extrême gauche. J'avais un ami qui avait fait un petit tour, qui avait passé quelques jours dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, et qui me racontait qu'au début du mouvement, parce que c'est un mouvement social tout de même, hein, les paysans du coin, qui voulaient pas non plus de cet aéroport, avaient prêté main forte aux zadistes, notamment en amenant le savoir-faire. Un jour, un paysan vient avec des planches, des outils pour essayer de construire une baraque, et une jeune fille s'empare d'un maillet pour donner un coup de main, et le paysan lui dit « Oh là, malheureuse, tu vas te blesser !» Et là, tout le monde lui est tombé dessus en disant « Quelle remarque sexiste, insupportable, mais d'où sortez-vous, bouseux, plouc ?» J'imagine que le paysan est reparti aussi vite. Ça montre bien voilà la différence entre social et sociétal. Voilà, c'est du parasitisme. Ce que nous enseigne également cette affiche, et c'est ça qui nous rapproche de notre sujet, c'est que ces gens-là n'ont aucun humour, vraiment aucun humour, puisqu'ils ne comprennent pas la charge symbolique et qui ramènent tout au sens le plus littéral et triste du terme. C'est pas tout à fait nouveau. Déjà dans les années 70, la grande féministe américaine Kate Millett disait que le rire est souvent une forme d'hostilité misogyne. Colette Guillaumin en France expliquait même plus loin, même pas le rire, le sourire féminin est un réflexe accompagnant la soumission. Hein, ce qui explique peut-être qu'aujourd'hui les mannequins font toute la gueule alors qu'à l'époque des pin-up américaines elles avaient des beaux sourires Colgate. Ça change un petit peu la donne. Aujourd'hui l'élégance, la beauté, le luxe et pas la volupté du coup, c'est faire la gueule. Voilà, ça nous dit quand même quelque chose. Je prends un exemple suisse, une féministe universitaire, excusez-moi du pléonasme suisse, qui s'appelle Colline de Sénarclans, dans un petit livre fort justement intitulé Salope, point d'exclamation,
écrit « L'humour est un outil privilégié du sexisme, du racisme, de l'homophobie et en particulier du slut-shaming. » Bon, je n'ai pas besoin de traduire, vous voyez à peu près de quoi il s'agit. Il peut être un outil d'exclusion en ce qu'il crée une connivence entre certains écrit en inclusif, je ne sais pas comment le dire à l'oral, et donc on exclut d'autres. Il fabrique les groupes, le dedans et le dehors. Voilà, là c'est le cas de le dire. L'humour se fait souvent au détriment d'un individu ou d'un groupe, et il est la plupart du temps un outil de dominant. L'humour participe ainsi du racisme et du sexisme ordinaire, même entre amis. Il formalise une hiérarchie sociale entre les individus ou les groupes. Il faut savoir que cette jeune fille, aujourd'hui, comme finalement elle est dans ce qui est idéologiquement correct et vient du milieu universitaire, travaille à la radio comme chroniqueuse dans une émission d'humour. Voilà. C'est un petit peu comme si on demandait à Jean-Pierre Coff d'animer un atelier vegan. Vous voyez là, c'est quand même assez contradictoire, assez préoccupant. Un autre exemple suisse, alors ça c'est une femme plus âgée, une féministe de l'ancienne école, Huguette Junot, qui dans la revue de Gauche Hebdo raconte une anecdote. Les plaisanteries sexistes, symptômes de notre société encore largement machiste, fleurissent partout et forment le terreau universel qui entretient le sexisme et l'inégalité. Un peu trop d'alcool, et voilà les hommes les plus ouverts, intelligents, cultivés, prônant l'égalité qui se lâchent, deviennent de lourds machos, capables de balancer blagues sexistes sur blagues sexistes en rigolant grassement. Tout y est, hein. J'ai déjà parlé des voyages en car, qui, invariablement, donnent droit à un florilège. C'est souvent l'accompagnateur, s'il y en a un, qui ouvre les feux, suivi par le chauffeur et quelques passagers. Les belles-mères sont une cible privilégiée, alors qu'elles constituent la majorité des clients des voyages organisés. On imagine bien les voyages de contemporains, très un peu beaufs, sympas comme ça. Et elles en rient, au lieu d'en critiquer l'ineptie. Donc même les belles-mères sont aliénées, vous voyez où on en est. Ce que je fais à chaque fois, ne craignons pas d'essuyer l'opprobre. Dans mon vécu, lorsque je relève le sexisme des plaisanteries, je déclenche une agressivité non seulement de la part des blagueurs, mais aussi de celle des autres hommes présents par solidarité, et plus consternant, de la part des femmes. Elles devraient soutenir celles qui volent à leur secours. Non, elles se liguent contre elles avec les hommes. Ces réactions récurrentes m'ont beaucoup interpellé. Donc vraiment l'autocritique, ça ne lui passe pas, absolument pas par la tête. J'imagine que je suis bien content d'être venu en voiture avec mon ami plutôt qu'avec elle en car, parce que vu les 8 heures de route qu'on s'est fait, si je devais eu droit seulement à des blagues non sexistes, non oppressives, avec une chute gender fluide, je pense pas qu'on se serait beaucoup marré. Alors voilà, ce que je fais maintenant, aujourd'hui c'est un peu un état des lieux, je vais vous citer d'autres extraits de presse, parce que la revue de presse est toujours un bon moyen de voir à peu près où on en est. Donc voilà, le néo-féminisme actuellement pêche surtout par esprit de sérieux. Il y a une défiance pour le second degré, l'ironie, la dérision, tout ça est suspect, comme dans les régimes totalitaires, et c'est le propre du puritanisme. Ça peut faire penser, pour prendre un exemple qui touche aussi au rapport entre les sexes, aux précieuses ridicules de Molière. Molière avait bien compris tout le potentiel humoristique qu'il y avait là-dedans, alors que dans une certaine bonne société, à l'époque, ça ne fallait surtout pas rire de ça, parce que c'était incorrect. Alors qu'il nous faudrait un nouveau Molière aujourd'hui pour, je sais pas, nous raconter l'histoire d'un workshop décolonial, queer, positif, inclusif, interdit aux cisgenres, straight, hétéronormatif. Là, il y aurait, puisque Molière jouait beaucoup sur le snobisme, la pédanterie, les néologismes inventés par les précieuses, alors là, nos précieuses actuelles, avec leurs anglicismes et leurs mots bateaux, il y aurait de quoi dire. Et c'est pour ça que, pour peu qu'on soit un petit peu critique de tout ça, le rire peut être vu comme une forme de résistance, voire même un rire de déconstruction, pour reprendre un de leurs mots. Déconstruisons les déconstructeurs, je crois que c'est la formule est de Zemmour et je la trouve assez juste. Et quoi de mieux pour déconstruire la pédanterie que le rire. Quand on voit dans le cadre de l'actuelle campagne, tout à fait légitime par ailleurs, contre les violences sexuelles, les abus et le harcèlement, autant on trouve des dénonciations et des analyses légitimes, autant quand on écoute par exemple la féministe américaine May Ann Manhart qui nous dit « Le viol est l'expression logique de la relation essentielle existant actuellement entre l'homme et la femme ». Andrea Dworkin, qui est une essayiste féministe radicale qui a consacré sa vie à combattre la pornographie, nous dit « Depuis des siècles, la détestation féminine du sexe, son rejet, la frigidité féminine ont signifié la rébellion des femmes contre la force du pénis. Leur aversion contre le pénis et la sexualité telle qu'elle est définie par les hommes ne doit pas être vue comme du puritanisme, mais comme le refus de rendre hommage au principal pourvoyeur de l'agression masculine contre les femmes. » Catherine McKinnon, une juriste féministe qui ne fait pas de distinction de viol et rapports sexuels, elle pense que cette distinction est masculine et donc pas valable pour elle. Alors plus radical encore, alors on monte en gamme, alors là c'est aussi un peu plus ancien, T. Grace Atkinson, une féministe des années 70, qui dans son livre, qui a un recueil de conférences qui s'appelle L'Odyssée d'une Amazone, puis dans ses conférences, c'était parfois violent, elle se battait avec des femmes qui n'étaient pas d'accord, faut voir les vidéos, c'est quelque chose, hein. Elle écrit « Le phénomène de l'amour est le pivot psychologique de la persécution des femmes. L'amour est une situation pathologique.
C'est un état euphorique de rêve où la victime transforme son oppresseur en rédempteur. L'amour est la réponse naturelle de la victime au violeur. Qu'est-ce que l'amour, sinon la rançon du consentement à l'oppression? Qu'est-ce que l'amour, sinon du besoin? Qu'est-ce que l'amour, sinon de la peur? Dans une société juste, aurions-nous besoin d'amour? Dans une société libre, il ne peut y avoir ni famille, ni mariage, ni sexe, ni amour. L'orgasme, c'est la société qui a décidé que cette expérience était agréable. Alors autant, comme le disait Onfray au sujet de Freud, il y en a qui ont universalisé leur névrose, certaines ont aussi universalisé leur frigidité, ou du moins essayé. T. Grace Atkinson, donc cette féministe, appelle à se suicider en tant que femme, c'est-à-dire pas se suicider réellement, mais abandonner cette fois son identité, c'est plus que du genre, là, c'est du sexe, hein. L'autodestruction plutôt que l'amour, qui est une évasion mentale, donc un miroir aux alouettes. On retrouve toujours cette idée dans ces radicaux de morbidité, d'anéantissement, d'autodestruction, de masochisme, et en même temps, on ne s'en étonnera pas de la part des puritains, parce que l'idée de dire « je reste vivante, mais je me suicide en tant que femme », ça peut faire beaucoup penser à certains rites catholiques dans les couvents, ou les bonnes sœurs. Il y a ce rituel que vous connaissez peut-être, qu'on voit parfois dans les films, je sais pas, dans la religieuse de Diderot, des films comme ça, où on voit que la bonne sœur, je sais plus si elle rampe ou elle s'agenouille, elle est recouverte d'un voile, et ensuite le voile se retire, c'est comme une nouvelle vie. Donc ça y ressemble beaucoup. Son idéal d'émancipation, en fait, c'est quand même pas tout à fait la mort, mais j'ai envie de dire presque sur le chemin du temps, c'est la ménopause. Alors, pourquoi pas, c'est original, disons, la ménopause est tellement moquée et dévalorisée que quelqu'un qui en dit du bien, c'est plutôt sympathique. Mais, qu'en dit-elle? Elle dit « La femme âgée du mouvement des femmes est libérée de tous les faux espoirs. » Et l'espoir est toujours une extravagance politique. On peut considérer la femme âgée comme un déchet, mais on peut aussi la considérer comme un authentique leader de la libération des femmes, parce qu'elle est libérée de sa féminité. Donc là, on voit très clairement qu'elle oppose féminité et féminisme. La meilleure féministe est celle qui s'est libérée de la féminité. Et c'est là où il y a une rupture nette avec l'histoire du féminisme classique qui, quoi qu'on en pense, avait une cohérence dans la mesure où c'était une défense des femmes, presque corporatistes des fois, des salaires, des droits, et dont les femmes profitaient réellement sur des bases matérielles et concrètes, parce que le sujet de ce combat, c'était la femme. Or, le sujet du nouveau féminisme, ce n'est plus la femme, puisque la femme est niée. On ne sait plus tellement ce que c'est, mais en tout cas, déjà, le terme même de féministe, j'imagine, pourrait être contesté. Et puis, effectivement, ça parle toujours de sexe, comme, enfin, les puritains sont ceux qui parlent toujours le plus de sexe. En ce qui concerne la croyance, parce que tout est croyance, hein, tout est représentation, déconstruction, la croyance en l'orgasme vaginal est là pour faire croire à la femme que ce qu'elle fait, elle le fait pour elle, alors qu'en fait elle le fait pour les autres. Hein. L'égocentrisme contre l'idée du partage du lien, on parle de rapport sexuel, de relations sexuelles, la langue est très claire, je dis même pas de fusion, parce que là c'est au-delà de ces représentations, mais c'est une forme d'individualisme radical, doublé d'un puritanisme qu'on pourrait appeler en psychanalyse la somatophobie. La peur du corps des autres, mais même surtout de son propre corps, que hier on trouvait sous la forme de misogynie, notamment misogynie religieuse, mais qui était prononcée par les hommes sur l'autre sexe, et qui aujourd'hui est prononcée par les femmes sur le leur. C'est pour ça que dans le cas de cette haine qu'ont certains hommes, je parlerai de misogynie, hein, c'est le terme habituel. Dans le cas des femmes, je parlerai de féminophobie. Hein, quand Saint Jérôme disait que la maternité est une tuméfaction de l'utérus, ou dans un registre plus laïque, quand Rimbaud parlait de la femme en disant « Ô femme, monceau d'entrailles », bon, il préférait l'autre sexe, c'est peut-être pour ça, mais dans les deux cas, bah oui, on pourrait dire aujourd'hui « Ah oui, c'est affreusement sexiste et misogyne ». Mais quand on parle de tuer la femme en soi, bah là c'est différent, ça passe. Je vais pas parler spécifiquement de la féminophobie qui serait un sujet en soi, je renvoie à ceux que le sujet intéresse à une conférence que j'avais donnée il y a 2-3 ans qui s'appelle L'homme abstrait, qu'on trouve sur YouTube, où je parle de ça. Tout ce qu'on va dire, c'est qu'on est dans une optique de masochisme. Voilà, la féminophobie est une auto-misogynie, un peu comme le blanc coupable d'être blanc, le mâle coupable d'être mâle, le français coupable d'être français, c'est un petit peu la même chose. Alors, bon, ça c'est vieux, hein, cette T. Grace Atkinson, c'est les années 70, mais vous aurez remarqué que toutes les femmes que j'ai citées pour parler de ça, c'est-à-dire cette association du viol à toute relation sexuelle, sont américaines. Et ce mouvement-là, ces social justice warriors dont on ne parlait pas à l'époque, viennent des États-Unis, tout comme le mouvement de queer. Dans le Matin Dimanche, qui est un hebdomadaire suisse roman, en novembre 2016, un journaliste écrivait, c'était une série de reportages sur l'Amérique à l'occasion des élections présidentielles. Il disait « Aujourd'hui, 72% des Américains disent que la liberté d'expression est dans leur pays entravée par les précautions de langage. »
À l'université de Brown et ailleurs, il existe une safe room avec musique douce et machine à faire des bulles, voilà, pour que les étudiants se remettent de passages traumatisants envers telle ou telle communauté raciale, sexuelle ou religieuse lus dans les livres de cours ou des romans. Et puis c'est pas des livres avec des images, hein, c'est juste des livres dont on ne peut même pas imaginer si c'était, je sais pas, des films. Vu ce que un jeune européen standard lit à partir de 12-14 ans, on serait tous dans des cellules de crise avant l'adolescence, hein, si on fonctionnait de cette manière-là. Et dans les universités américaines, il y a ce terme qu'on retrouve d'ailleurs sous les réseaux sociaux anglophones, si vous y allez. Sur les réseaux sociaux, on trouve ce TW, ça veut dire Trigger Warning. C'est un avertissement sur le contenu. C'est pas exactement une censure, mais c'est quand même une orientation, voire une désapprobation. C'est-à-dire avant un texte, quelque chose où TW, je sais pas, sexisme, homophobie, blablabla, et là vous savez à quoi vous avez affaire. François Bousquet, qui était là il y a quelques mois, m'a raconté qu'aux États-Unis, par exemple, avant de faire lire les Métamorphoses d'Ovide, on avait TW Rape. Il y a des scènes de viol dans les Métamorphoses d'Ovide. Attention, avant de faire lire Le Marchand de Venise de Shakespeare, TW antisémitisme. Donc ça peut aller loin. On pourrait dire que dans le Chaboté, il y a de l'anthropomorphisme. Hein, c'est un petit peu, voilà, le chat porte des bottes. Dans les habits neufs de l'empereur, il y a des scènes de nudité. Il y a un chef d'État à poil. Et dans les trois petits cochons, c'est pas très halal parce que ça n'arrête pas de bouffer du jambon. Et ça n'empêche pas de les lire, mais il faut prévenir quand même, comme qu'on sache à quoi on s'attend, d'où vient ce terme. Trigger warning, ça vient d'un terme médical, les trauma triggers, c'est les déclencheurs de trauma, donc les impulsions qui tout d'un coup, par un choc, créent un traumatisme, mais en général ça arrive à quelqu'un qui a déjà été traumatisé par quelque chose, ce qui n'est pas forcément censé être le cas de tout le monde. Là aussi, il y a une universalisation des névroses. Cette pathologisation du désir, elle est aussi typique de l'époque et des États-Unis, hein, quand même un pays très sanitaire, très aseptisé à certains points de vue. Tout est médicamenté. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'ils arriveront jamais à avoir une assurance maladie étatique, parce que ça coûterait trop cher. C'est plein de maladies imaginaires. Donc il y a un peu ce côté-là. Donc maintenant, même ce qui n'est pas maladie est pathologique. Je viens peut-être de le faire en parlant de somatophobie. C'est peut-être un peu de la mauvaise foi, mais je pense vraiment que certains ont un problème. C'est pas pour autant que je vais les médicamenter. Mais maintenant, des personnalités publiques qui ne sont pas pour autant des violeurs, mais qui auraient une libido un peu trop grande. Je crois que c'était arrivé à quoi? Tiger Woods, c'est quoi, un joueur de golf, hein, ouais. Il a reçu des conseils qui étaient d'ordre médicamental. En France, on aurait dit bon, ce type est un bon queutard. Non, aux États-Unis, voilà. Cela dit, quelque part, ce n'est qu'un juste retour de bâton, parce que ce jugement médical qu'on fait porter sur les hommes, un peu trop porté sur la chose, c'est le jugement qu'ont subi les femmes longtemps. C'est ce qu'on appelle la nymphomanie, qui dans certains cas rimait avec un dérèglement des sens, mais dans d'autres cas traduisait simplement une libido un peu plus volcanique que la moyenne. Et il faut toujours se méfier, parce que là aussi on en revient à des tendances totalitaires. Sous Brejnev en URSS, certains types d'opposants politiques, au lieu de les envoyer dans des camps politiques, on les envoyait dans des hôpitaux psychiatriques, ce qui n'était pas toujours plus agréable, et ce qui en plus atteignait même à la dignité de leur cause, en disant mais vous pouvez pas être contre Brejnev, vous êtes forcément malade, on va vous passer des douches froides et vous faire quelques piqûres. Le psychanalyste, ouais, je fais un peu j'y vais avec les Suisses, hein, psychanalyste suisse, mais c'est mon petit côté, chauvin. Le psychanalyste suisse Alain Valterio, très bon psychanalyste qu'on a interviewé dans Éléments il y a quelques mois, dans un de ses livres explique: du point de vue de la mentalité thérapeutique, un homme qui aime le sexe est soit un dépendant, soit un prédateur. La pulsion masculine est diabolisée par le ça freudien, comme ça l'a été par la moralité chrétienne. Ici encore, le maladif a remplacé la morale, et il en aurait tort de s'en réjouir. La rééducation est effectivement quelque chose de très, très ambivalent. Et pourtant, malgré ces côtés très malsains, tendancieux et douteux, ces études de genre issues des universités anglo-saxonnes fascinent un certain nombre d'universitaires français, notamment dans les instituts de sciences humaines. Donna Haraway, par exemple, qui est une pionnière du cyberféminisme. En gros, elle a écrit un livre sur le thème des cyborgs et le transhumanisme comme avenir de la femme. Expliquait dans un de ses livres à l'anthropologue Bruno Latour
Elle lui disait « Je vous conseille, comme à tout anthropologue ou philosophe mâle européen, de faire un passage aux États-Unis pour un effet bénéfique sur votre psyché profonde. En gros, va te faire rééduquer. » Donc déjà, si on me proposait ça sur ce ton, j'irais pas, hein, ça fait un petit peu peur. Marie-Hélène Boursier, qui enseigne aussi des études genre à Lille, enfin maintenant elle a changé de sexe, donc de prénom, je sais plus comment elle s'appelle, attaque toujours l'université française, qui la paye et la pensionne, en critiquant l'anti-américanisme de l'université française et ce qu'elle appelle sa culture du placard. Une auteure suisse, Corinne Mayer, qui est une espèce de malthusienne, qui a écrit un livre qui s'appelle No Kid, pour pousser ses lectrices à ne plus avoir d'enfants pour mieux s'épanouir individuellement, a dit, en parlant des universités américaines, c'est de l'étranger que s'organise une contre-offensive salutaire. Voilà, alors si une transhumanisme, une transsexuelle et une malthusienne ne vous ont pas convaincu d'aller étudier aux États-Unis, je sais plus quoi vous dire. Hein. Et un livre qui est sorti sur la différence des sexes de deux auteurs, Nicolas Matvon et Eliane Viennot, enchaînent aussi en disant qu'ils espèrent que l'université française va se moderniser, s'ouvrir grâce au remplacement générationnel, à la féminisation du milieu de la recherche, ce qui est très essentialiste parce que ça sous-entend que plus d'étudiantes et de profs voudront dire plus d'études genre, ce qui n'est absolument pas une évidence, et l'ouverture à l'international des générations Erasmus. Les Erasmus vont nous rééduquer. Une spécialiste de la contre-culture, Iris Bay, qui a écrit un livre sur la représentation du sexe dans les séries télévisées, a dit dans Le Matin Dimanche, qui est toujours cet hebdomadaire suisse, les États-Unis se définissent par un climat pudibond et très conservateur, mais c'est aussi l'endroit où on continue à faire avancer la réflexion à l'université, grâce notamment aux études de genre et à la théorie queer, qu'on n'aborde pas dans les écoles en Europe et qui critiquent notamment l'idée que l'orientation sexuelle serait déterminée génétiquement. Alors, ce qu'elle dit dans cette phrase est juste, à une seule exception, c'est le mot « mais ». Le pudibond et conservateur, mais il n'y a pas d'opposition. C'est justement une expression spécifique du puritanisme que de réfléchir dans ce sens-là. Et c'est pour ça que d'ailleurs c'est pas uniquement le cas des États-Unis. Je vous donne un exemple en Angleterre, extrait du Times. J'ai trouvé cette citation dans le Courrier international. Le ministre des Universités Joe Johnson veut lutter contre ce mouvement d'érosion de la liberté d'expression qui frappe les établissements britanniques en faisant de son respect une condition sine qua non à leur enregistrement en tant qu'université. Alors de quoi s'agit-il? Le nouveau régulateur des universités sera en mesure d'infliger des amendes et même de révoquer le statut universitaire des institutions incriminées. C'est par le biais de désaccords que l'on apprend, affirme Joe Johnson. L'existence d'un débat vigoureux est absolument essentielle à la vie des universités. Cela devrait être une évidence aussi bien pour les vice-présidents d'université que pour les dirigeants des associations d'étudiants. Il est troublant de voir qu'un grand nombre de personnes sont prêtes à censurer des intervenants jugés trop controversés. C'est la marque d'une pensée confuse et d'une malhonnêteté intellectuelle au sein des universités. Or, ces établissements sont justement l'endroit où ce type de raisonnement devrait être dénoncé. La pratique, j'enchaîne avec les anglicismes, du no platforming revient concrètement à museler les esprits. L'objectif est, paraît-il, de protéger les étudiants peu habitués à la confrontation parfois brutale avec des opinions différentes concernant la politique, le sexe, les origines ethniques ou l'identité. En gros, ce ministre intervient pour remettre de l'ordre dans les universités parce qu'il y a trop d'orateurs extérieurs censurés. En gros, on a failli être victime aujourd'hui de no platforming. Voilà, c'est comme Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Ceux qui ont voulu nous interdire en fait du no platforming sans le savoir. Faut pas leur dire parce que ça va leur paraître encore plus cool. C'est le problème qu'il y a actuellement et qui ne m'étonne pas du tout parce que dans nos universités actuelles, c'est aussi un petit peu comme ça. Voilà, pour ne pas que les étudiants peu habitués à la confrontation doivent se cacher dans leur safe space dont on parlait avant. C'est quand même assez étonnant quand on sait, et chez nous, et c'est aussi valable à l'étranger, que les instituts de sciences humaines sont souvent les parents pauvres financièrement de l'université. Évidemment, l'État préfère investir dans les microtechniques, les sciences, l'informatique, et on a toujours eu des problèmes, je viens aussi de fac de lettres, on a toujours eu des problèmes de budget. Comment se fait-il alors qu'on encourage des choses aussi peu rentables et aussi peu farfelues? Parce que le problème, c'est que non seulement ça coûte de former ces gens, mais en plus il y a peu de débouchés. Quand vous avez fait ce type d'études, qu'est-ce que vous voulez faire? Tout le monde ne peut pas devenir prof quand même. Alors on invente des nouveaux métiers pour placer les gens. Et les États-Unis ont inventé un nouveau métier qui s'appelle Sensitive Readers, qu'on peut traduire, qu'un journaliste a traduit par des détecteurs de faux pas littéraires. En politique, on parle souvent de dérapage, et ben en littérature, on parle de faux pas. Ces gens-là se veulent des ambassadeurs des minorités, quelles que soient ces minorités, auprès des éditeurs. Ils sont engagés par des éditeurs pour relire les manuscrits que les romanciers leur envoient, afin de voir s'ils sont corrects.
non pas explicitement dans le but de les censurer, mais ensuite de leur proposer des corrections pour rajouter des minorités visibles, supprimer un langage un peu cru, etc., etc. Aux États-Unis, il y a un site qui s'occupe de ça qui s'appelle Rating in the Margins. Ouais, excusez mon accent, mais écrire dans les marges. Et sur le site, on lit qu'il s'agit de signaler les préjugés intériorisés et les discours chargés négativement. Vous voyez, on en est. Ça me fait penser à cette anecdote pendant la Révolution française où des gardes nationaux interpellent un type la nuit qui a l'air suspect. Il lui demande son identité, il dit son identité, il lui dit « D'où viens-tu? Dans quel quartier habites-tu » il dit « Oh, messieurs, je viens de Saint-Denis. » Il n'y a pas de messieurs ici, il y a que des citoyens. Ah, excusez-moi, citoyens, je viens de Saint-Denis. Il n'y a pas de saints, on est tous laïcs. Jésus est en sans culotte. Bon, ben, je viens de Denis. Il n'y a pas de deux, il n'y a plus de particules, il n'y a plus de nobles. Ben, ni. C'est un petit peu ça. La censure du langage est poussée à ce point-là. J'ai appris l'existence de ces reader, sensitive reader à partir d'un article de Slate. Qui explique la chose ainsi, pour ses lecteurs, donc ses correcteurs en fait, la tâche peut être éreintante. Angel Cruz, conseillère spécialiste en culture philippine, diaspora et catholicisme, pourquoi pas gaucher, asthmatique, allergique au gluten, bipolaire, on peut tout imaginer, hein, toute minorité peut être représentée. Donc cette dame, je suppose son étude, qualifie cette lecture active de travail émotionnel et mental. Positionnée en première ligne contre les préjugés bruts de décoffrage des auteurs, explique-t-elle, vous encaissez pour tous les autres des coups dans les tripes qui peuvent parfois faire très mal. Ces gens sont vraiment très sensibles à la lecture. Hein. Heureusement, pour ces correcteurs, on a des safe rooms. Tout va bien. Et grâce à ça, ils se sont sacrifiés pour nous, simples petits lecteurs. Et une fois qu'on a le livre entre les mains, c'est propre, sans goût, inodore, incolore, tout va bien. Alors, et l'article, on est quand même sur Slate, on imagine bien que c'est pas une condamnation unilatérale. L'article ajoute, si des auteurs de tout milieu ont recours à des détecteurs de bévues, l'image révoltante du blanc escorté sur le chemin de la réussite littéraire par d'invisibles minorités persiste. Voilà. Hein. Quand on lit ça, on dit mais donnez-leur des chaires d'enseignement à ces gens-là. S'il faut vraiment les occuper, créer des postes d'enseignement pour qu'ils laissent les éditeurs et les auteurs tranquilles, quoi. Ou alors que ces romans ils les écrivent eux-mêmes et on verra ce que ça vaut. Donc oui, on pourrait plutôt que corriger, que caviarder les textes des autres, faites-nous un beau roman avec des romanichels transgenres hindouistes en surcharge pondérale ou qui réunissent en eux toutes les minorités possibles. Et ça continue comme ça en Angleterre. Une scénariste britannique, Bridget Lawless, a initié un prix littéraire qui récompense les meilleurs thrillers de langue anglaise sans aucune femme battue, harcelée, agressée sexuellement, violée ou assassinée. Et il aurait peut-être mieux valu s'adresser à un autre genre que le thriller, quoi, mais c'est bon. J'ai lu un article dans Libération, une interview de Laura Kypris, qui est professeure de cinéma à l'université de Northwestern de Chicago, et c'est un témoignage assez inquiétant à mon avis. Elle dit « J'enseigne à des jeunes personnes souvent privilégiées et sensibilisées aux questions de féminisme, de représentation des minorités et d'égalité. Et la plupart, hommes comme femmes, ont des réflexes plus moralisateurs que ceux que j'ai pu observer par le passé. Il y a un réflexe censeur qui s'exprime et une volonté assez claire de ranger les hommes et les œuvres en deux catégories, une bonne, une répréhensible. En tant que professeur de cinéma, mon inquiétude est que plus on se concentrera sur les problèmes de représentation dans les œuvres, plus elles risqueront d'être didactiques et donc moins intéressantes. Ce moment que nous vivons aura des effets sur la culture, c'est inévitable. On va sans doute produire des images plus correctes, des histoires plus progressistes et simplistes. Donc, si elle a raison, on va peut-être éviter d'aller au cinéma les prochaines années, si ce n'est pour voir des remakes d'Intouchables et de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, parce que c'est exactement la direction ça prend selon elle. Heureusement, il reste le cinéma indépendant. Ça me fait penser à un article paru dans la défunte revue Flash de Philippe Randa, article très joliment intitulé « Le temps béni des actrices toutes nues et des acteurs polis », qui remarquait une américanisation du cinéma français qui se traduisait à la fois par une raréfaction de la nudité, ça c'est vrai, il y a, comme disent les féministes, il y a un backlash, il y a ce fameux retour du puritain dont je parle, mais par contre, une hausse de la grossièreté par sexualisation de la langue. Donc le sexe est passé du registre visuel, éventuellement érotique ou excitant, à un registre qui au contraire est plutôt dans l'agressivité et la violence, qui est le registre de la langue. En gros, ça donne un truc typiquement français, le film de banlieue, où on a des filles habillées en sac à patates, mais qui disent à leurs amis qu'elles s'en battent les ovaires. Donc le sexe est toujours là, mais évidemment sous une forme moins attrayante. Il y a un film par exemple qui est passé il y a quelques semaines sur Arte qui s'appelle la journée de la jupe de Jean-Paul Lilienfeld, qui est assez qui est contestable à bien des égards, mais disons qui en termes de description naturaliste de cette resexualisation, désexualisation est assez pas bon du tout, quoi, en fait. Voilà, le langage, je pense, pour certaines jeunes filles, est une ceinture de chasteté très efficace.
En tout cas, à entendre parler certaines, c'est pas moi qui les aborderai. Alors, on a parlé du cinéma, parlons de la peinture. Au début de l'année, toujours dans le monde anglo-saxon, à la Manchester Art Gallery, des féministes sont intervenus pour faire interdire retirer ce tableau de Waterhouse, donc un peintre pré-raphaélite, qui s'inspirait beaucoup de sujets mythologiques ou littéraires. Ça s'appelle Hylas et les nymphes. Donc voilà, un épisode mythologique. Ce pauvre jeune homme va se faire bientôt attirer sous l'eau par les nymphes. Alors bon, en dehors de la scène de nudité qui reste très chaste, je vois pas vraiment le problème. Mais il semblerait qu'il y ait un rapport vertical, inégal entre les personnages féminins, le personnage masculin. La toile a été retirée quelque temps et a été remplacée, et là on est vraiment dans l'art moderne, la performance et le minimalisme, par un panneau avec un texte très court qui était le suivant. Cette galerie présente le corps des femmes soit en tant que forme passive décorative, soit en tant que femme fatale, remettant en cause ce fantasme victorien. Elles ne savent pas à quel point elles sont victoriennes en disant ça. Cette galerie existe dans un monde traversé par des questions de genre, de race, de sexualité et de classe qui nous affectent tous. Comment les œuvres d'art peuvent-elles nous parler d'une façon plus contemporaine et pertinente? Donc toujours la réécriture du passé, le fait de mettre au goût du jour ce qui s'était fait jadis, et elles ont laissé la possibilité aux spectateurs d'exprimer leur solidarité à travers des post-it. Et puis souvent, la plupart des post-it, c'était remettez cette toile, bordel. Parce que les gens viennent au musée pour voir des toiles et pas pour lire ce genre de petits textes de catéchisme. Claude Habib, dans un livre très bon que je vous conseille, qui s'appelle Galanterie française, qui fait l'histoire de la galanterie, écrit « Montrer une femme nue est un acte de soumission, à moins qu'elle soit mutilée, couverte de bleu ou d'une laideur surprenante. Représenter l'horreur, c'est exhiber son désintéressement. Montrer la beauté, c'est pactiser. » Elle le dit évidemment sur un mode ironique et réprobateur, où elle constate, en étudiant l'histoire de l'art, qu'aujourd'hui, faire un tableau de ce genre-là, c'est-à-dire avec de la nudité, un petit peu d'érotisme ou de sensualité, serait considéré comme subversif par son classicisme, par son absence d'interrogation, parce qu'oubliez pas que les œuvres doivent nous questionner, elles doivent pas représenter, nous plaire et nous faire rêver, elles doivent questionner. Ce tableau-là ne questionne pas, alors que son exemple d'une femme couverte de bleu nous questionne sur la violence conjugale, etc., etc. Et on s'en parlait dans un autre registre que la maternité est presque exclue des représentations picturales et artistiques actuellement. Tous les exemples que je vous ai donnés, comme vous avez vu, ils viennent ou d'Angleterre ou des États-Unis, et ils sont typiques de ce qu'on appelle en théorie féministe le féminisme libéral, et souvent anglo-saxon. Un féminisme individualiste, anti-essentialiste et légaliste, ou comme on dit, contractualiste. Les États-Unis sont une terre de contrats, les logiques contractuelles qui sont liées à l'histoire même de l'histoire républicaine américaine. Et aujourd'hui, de plus en plus, cette société-là, et un petit peu la nôtre, a tendance à judiciariser tous les rapports humains. Les règles juridiques, en fait, remplacent les lois symboliques qui disparaissent. Elles n'apparaissent pas pour rien. À force de déconstruire, de désymboliser, on remplace les mœurs par des lois. C'est toujours comme ça, ce qui en soi n'est d'ailleurs pas très libéral. Mais sous la forme américaine, ça se tient. Les liens intimes sont les plus pénalisés. On nous bassine quand même beaucoup. Quand on veut parler de la violence des femmes, on nous parle davantage des femmes qui tombent sous les coups de leur mari que des agressions de Nouvel An à Cologne, par exemple. Il y a quand même une orientation dans cette dénonciation à sens unique. Encore que les deux soient condamnables, on est d'accord, mais on nous dit l'ennemi est dans le foyer et pas dans la rue. Et ce qui a amené, surtout à la suite de l'affaire Weinstein, mais ça existait déjà bien des années avant, sur les campus où semble-t-il il y ait souvent des dénonciations pour viol ou abus, surtout dans les confréries où les étudiants en boivent beaucoup, à établir de manière presque obligatoire une consent theory, une théorie du consentement, c'est-à-dire des contrats, mais vraiment de vrais contrats, que les jeunes gens qui draguent ou se font draguer doivent signer avant de passer à l'acte. On est dans l'explicite total, ce qui évidemment correspond peu à notre vision européenne du romantisme, du flou et de l'improvisation. C'est pas très spontané, pour éviter ce que les Américains appellent le date rape. Ils ont toujours ces mots valises qui sont incroyables, donc le rendez-vous de viol. Voilà. Et des fois, ce consentement peut aller très loin. Il y a 2 jours, je lisais dans la presse suisse qu'une experte australienne en éducation sexuelle préconisait de demander leur avis aux bébés avant de changer leur couche. Ouais, parce que c'était une violation de l'intimité du petit de le mettre à nu ainsi.
Mon Dieu, si j'avais demandé ça à mon fils, il aurait gardé la même couche pendant 2 ans, je pense. Hein, et c'est d'ailleurs, j'aime pas faire du délit de faciès, mais je voulais quand même vous montrer. Je sais pas si vous confieriez l'éducation sexuelle de votre enfant à une femme aux cheveux roses. Bon. Voilà, après chacun, au moins c'est genré, hein. Ça on peut pas, ils sont pas bleus, ils sont roses. Hein. Et ça aussi, ça révèle quelque chose de très puritain, parce que le puritain sexualise tout, y compris l'enfance, y compris ce qui n'a pas à l'être, ce qui fait que les gens, par peur, par morale, se mettent à avoir des idées douteuses, enfin des idées, ils y songent alors qu'ils ne devraient même pas y songer, comme si, je ne sais pas, comme si l'abus ou la pédophilie était une éventualité parmi d'autres, alors qu'elle devrait rester une pathologie rarissime à traiter à cas par cas et sans généraliser. Donc évidemment vous imaginez le climat de suspicion que tout cela peut créer. C'est ce que disait Manon Garcia, qui est chercheuse en philosophie à Harvard, dans un entretien à Libération, disait au sujet des dénonciations d'abus: cela revient à inverser la charge de la preuve. Ce n'est plus à la victime de prouver qu'il y a eu harcèlement, mais à l'agresseur d'amener la preuve d'un consentement, communiqué de la manière la plus claire. Il faut sortir du non-dit et du non-refus. Elle disait ça pour défendre l'existence de ces contrats. Donc, dans un état de droit, c'est tout de même bizarre, parce que le suspect, l'accusé, n'a plus le bénéfice du doute, mais ce sont des lois d'exception. En fait, ça correspond plus ou moins, sur le plan juridique, aux lois qu'on pouvait avoir pendant la Terreur, pendant la Révolution française, dans la mesure où il fallait prouver son innocence et où ce n'était pas à l'accusateur du public de prouver votre culpabilité. Donc là, ça commence à devenir un peu pareil, donc inquiétant. On va jusqu'à punir aux États-Unis ce qu'on appelle le visual harassment. Donc le harcèlement visuel, il faut baisser les yeux très vite. Dans son histoire du viol du XVIe au XXe siècle, l'historien Georges Vigarello explique qu'un juge de Minneapolis, bon, c'est un peu anecdotique mais je le dis quand même, avait dans une loi expliqué que le harcèlement sexuel a lieu si un regard masculin dépasse 9 secondes. Donc moi je pense que à Minneapolis, je m'amuserais à faire comme les bandits dans les films policiers, dans les vieux films, quand ils téléphonent à la police et il doit rester 1 minute avant que la police le localise et toujours le bandit raccroche au bout de 59 secondes. Là, je pense que le regard de 8 secondes, c'est jouable. Mais c'est flirter avec le danger quand même. Hein. Et pour rire, le philosophe Danny Robert Dufour, un philosophe antilibéral dont je vous recommande la lecture, expliquait qu'il s'était livré à une expérience ethnologique qui consistait au cours de sa vie à coucher avec quelques Américaines, et il se disait, bon, sur le plan sexuel, il n'y a rien à redire, mais tout cela est suivi de douches, d'ablutions, de purification et de désinfection qui fait que c'est justement ce paradoxe d'une certaine liberté sexuelle accompagnée de puritanisme. C'est comme, voilà, si vous vouliez aller dans un donjon SM, mais que vous teniez à ce que le fouet soit en cuir synthétique et non animal. Ça peut paraître paradoxal, mais pour l'américain, ça semble tout à fait... je fais des grosses caricatures, je suis jamais allé aux États-Unis, c'est horrible ce que je dis, mais il y a quand même quelque chose, hein. Et ça, effectivement, comme l'a bien dit Mademoiselle, ça tient beaucoup à cet héritage victorien, de protestantisme victorien, à une époque, je sais plus dans quel pays exactement, mais il était recommandé de ne pas mettre de rideaux aux fenêtres parce que c'était suspect d'avoir dans son foyer des choses à cacher. Là, on est un petit peu la même chose. Elisabeth Badinter, qui a écrit beaucoup de bêtises mais qui n'a pas écrit que cela, dans son livre Fausse route, nous dit: les théoriciennes du consentement rejoignent dans un même élan les manuels de confession du XVIe et XVIIe siècle et la jeune littérature exhibitionniste contemporaine. Voilà, la transparence, c'est à la fois l'hyper-moralisation du type confessionnal, mais c'est aussi à la fois une forme d'exhibition qui confine à la pornographie. Et comme par hasard, c'est ce mélange détonnant qu'on trouve dans les pays scandinaves qui sont un petit peu l'autre source historique, hein, aussi également puritain, victorien, protestant, de ce néo-féminisme. Le Danemark est le premier pays du monde à avoir légalisé la pornographie en 1969, ça s'invente pas comme année, et en même temps, aujourd'hui comme hier, que ce soit sous des motifs religieux ou bien sous une influence qui reste de cette époque-là, est un pays extrêmement puritain et comme par hasard est un des plus néo-féministes. Dans les universités des pays scandinaves sont très à l'avant-garde de tout ça, et en réalité, elles ont été une courroie de transmission entre le féminisme anglo-saxon et le féminisme français, parce que, pour des raisons liées à l'histoire de la langue d'ailleurs, c'est un pays, les Scandinaves sont beaucoup plus polyglottes que nous, ils publient beaucoup d'études en anglais, ce que les universités françaises font moins. Donc ça a permis de faire le lien. Il y a beaucoup de publications en anglais qui ont attiré l'attention notamment de Bruxelles, puisque j'ai parlé de la crise, je dirais, économique des instituts de sciences humaines, mais il y a quand même, pour ces études-là, beaucoup de subventions qui viennent
de l'Union européenne pour la recherche, et cette même Union européenne procède sur ces domaines de mœurs à une véritable américanisation de nos lois. Les lois américaines sont les lois européennes sont américanisées par ceux-là même qui financent les instituts d'études genre en Europe. Hein. Tout se tient. Alors, quelques exemples concernant la Scandinavie. Quelqu'un faisait remarquer une fois que c'est normal que ça vienne de chez eux parce qu'il n'y a pas de comment dire d'article d'adverbe neutre, pardon, de pronom neutre en français, alors qu'il y en a dans la plupart des langues scandinaves et en anglais. Je pense quand même que c'est un petit peu artificiel comme argument parce que bon, c'est pas vouloir améliorer l'égalité des sexes en féminisant la langue, c'est un petit peu comme vouloir maigrir en mettant son nombre au régime. Je suis pas sûr que ça fonctionne. On confond un petit peu toujours le signe et le sens. Néanmoins, peut-être que ça joue un rôle quand même. Alors que bon, l'allemand a une langue qui contient du neutre depuis toujours, et je pense pas qu'il soit spécialement plus progressiste que nous. Mais effectivement, pour prendre l'exemple du suédois, il existe trois pronoms, je ne sais pas comment le prononcer, le hon féminin, le han masculin et le han neutre. Et le neutre, c'est quoi? Ben, ça s'adresse aux animaux et aux choses. Or, maintenant, de plus en plus, il existe, par exemple, ça c'est hyper connu, j'en parle, mais vous en avez peut-être déjà entendu parler, une crèche privée à Stockholm qui s'appelle Egalia. Beau titre de roman totalitaire orwellien qui n'appelle les enfants que par le pronom neutre. Autant dire qu'il les appelle comme ils appelleraient le chien ou le gobelet. Hein. Le pseudo-humanisme se révèle souvent une déshumanisation. Sur le plan linguistique, c'est inquiétant. Pourquoi font-ils ça? Parce qu'ils considèrent qu'il ne faut pas assigner de genre aux enfants. C'est la théorie de Judith Butler dont on parlait avant, l'assignation de force. Tout est performance de genre en réalité. Donc il faut les maintenir dans un premier temps dans une neutralité en attendant qu'ils fassent leur choix. Et on retrouve ça, par exemple, en Ontario, pour revenir aux États-Unis, en 2012, a été instituée une amende qui serait imposée à quiconque refuserait d'employer des pronoms personnels genrés pour les trans. Bon, ça n'arrive pas tous les jours de croiser un trans dans la rue, mais c'est quand même une manière de dire que dans la langue, déjà, les marges s'imposent aux masses. Je reviens en Scandinavie, en Suède, 1998, une loi cadre sur les écoles maternelles qui pousse à combattre la répartition traditionnelle des rôles sexués, promouvoir l'égalité, laisser les enfants se forger librement leur propre identité, donc la négation de tout déterminisme. En 2009, en Suède toujours, naît un enfant que ses parents appellent Pop. Voilà, comme une bulle de champagne. Pourquoi? Parce que c'est un prénom neutre. Et ils expliquent que c'est cruel de mettre au monde un enfant avec un timbre bleu ou rose sur le front. Ils auraient pu s'inspirer de ça, peut-être. À défaut d'un timbre, il y aurait une couleur genrée. Donc, ils s'appellent Pop. Et Dieu sait ce qu'il va devenir. En Suède, toujours, 2012, un parti de gauche propose un projet de loi qui ne sera finalement pas adopté, qui obligerait qui interdirait à tous d'uriner debout. Alors, ça va très loin. Et là, quand même, c'est allé tellement loin que ça n'a pas passé, mais on voit bien que, à moins que ce soit le lobby des concierges qui veut lutter pour l'hygiène dans les lieux d'aisance, on voit pas vraiment quel est le projet. Suède, toujours 2013. Des cinémas, une série de cinémas adoptent le test de Bechdel. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Le test de Bechdel, c'est un test qui permet, en répondant à certaines questions, d'évaluer si un film est féministement correct ou pas. Il y a trois questions principalement. C'est est-ce que dans ce film, deux femmes sont identifiables par leur prénom ou leur nom? Est-ce que dans ce film, ces deux femmes discutent ensemble, plutôt que de ne pas parler ou de parler avec un homme? Est-ce que discutant ensemble, elles discutent d'autre chose que d'un homme? Autant vous dire que dans ces cinémas-là, Star Wars sous le Seigneur des Anneaux, ça doit pas marcher. Enfin, ça doit avoir une cote très basse. Hein. Il doit y avoir un SW, pas test de Bechdel compatible. La Suède est quasiment devenue, comme l'explique Jean-Claude Michéa, avec une formule que j'aime bien, la Corée du Nord du libéralisme culturel. C'est aussi ça qui a amené le concept de l'homme mou. En débarquant dans les villes scandinaves ou en Amérique du Nord, le lien est fait, explique Claude Habib, donc qui est cette spécialiste de la galanterie dont je vous parlais. Une Française est frappée par la rareté des regards masculins. Elle cesse soudain d'être envisagée. C'est une impression curieuse, comme d'avoir perdu son reflet ou son ombre. Peut-être justement parce que ces gens-là ont peur du visual harassment, ou bien alors que dans ce pays-là, le visual harassment, il n'est pas à 9 secondes, mais à 1. Il faut vite faire comme ça, sans quoi on prend la femme pour la méduse de la mythologie grecque et on a peur de se transformer en statue de sel. Ça va devenir vraiment très très angoissant. D'où l'expression « baisse les yeux ». Déjà, à l'époque, un chroniqueur du Crapouillot, hein, toujours assez libre de ton, là on est en 1970, va se promener dans les pays scandinaves et il en rapporte l'impression suivante.
Les statistiques révèlent que depuis quelques années, le nombre des agressions sexuelles au Danemark a diminué dans les mêmes proportions que la longueur des vêtements féminins, c'est-à-dire qu'il n'y en a pratiquement plus. Pourquoi ? Sans doute parce que le cochon qui dort chez les anciens vikings, on était déjà dans ce registre-là, a le sommeil plus lourd que chez nous. Il n'en reste pas moins vrai que les provocations de la mode actuelle auraient pu en tirer plus d'un de sa torpeur. S'il n'en est rien, c'est que, grâce à la liberté des mœurs bien connue en Scandinavie, les satires du pays en ont déjà vu d'autres. Et si c'était vrai, ce serait effectivement formidable. Or, pour prendre un pays proche de celui-là, en 2010, la Suède apparaît comme le pays à la 2e place mondiale des pays au taux de viol le plus élevé, derrière le Lesotho en Afrique du Sud. Quand même, mondialement, un pays européen, occidental, riche, c'est quand même quelque chose. En Norvège, le taux de viol est 6 fois plus élevé qu'à New York. Alors, est-ce que le porc s'est réveillé dans les Vikings ? Je pense plutôt que les Vikings ont été dépassés sur les barbares, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Évidemment, c'est pas tous ces viols-là ne sont pas forcément de la violence domestique. Ça joue un rôle. Cela dit, il faut pas non plus noircir le trait. Ces terres scandinaves sont des terres de contraste. Il y a quand même certains décalages. En 2008, la Norvège est reconnue comme le pays respectant le plus l'égalité des genres au monde. Ce qui est sans doute vrai, mais ça se traduit comment ? Eh bien, le fossé comportemental chez les gens, et notamment les jeunes, semble plus marqué qu'ailleurs, et l'usage de la liberté, et notamment de la liberté dans l'école, la formation, les métiers que font les jeunes, a tendance à reproduire les genres, et parfois même plus qu'ailleurs. C'est ce qu'on appelle le paradoxe norvégien. Les jeunes gens, les jeunes étudiants, les jeunes apprentis sont plus libres, sans doute, enfin, dans la loi, ici on est libre, mais dans les mœurs, dont les représentations sont plus libres que nous, et pourtant, ils se dirigent à peu près comme nous vers le même type de métier, hommes, femmes, genrés. Les congés paternité ont été établis dans certains pays scandinaves, mais ils sont assez peu utilisés. Les hommes ont la possibilité qu'ils utilisent peu, donc ils ne sont pas si différents que nous. Néanmoins, je ne sais pas si c'est un effet de ça, mais ils ont plutôt une bonne natalité étant donné les autres problèmes qu'ils ont par ailleurs. C'est sans doute dû au gros budget de protection de l'enfance parce que c'est quand même une forme de social-démocratie assez avancée dans le bon sens du terme sur certains points, alors que les pays latins, plus conservateurs, à l'idéologie plus nataliste, en réalité, ont une crise de natalité plus grave. Donc on voit bien que des fois, même si les mœurs sont des choses solidement ancrées, un peu de politique sociale, ça aide à renverser la vapeur. Ça, c'est aussi pour dire que vraiment, je fais pas du tout le procès des pays scandinaves, il faut les examiner avec nuance. D'ailleurs, il y a aussi des progrès qui sont faits et des remises en question. En 2013, le gouvernement norvégien a démantelé l'Institut scandinave d'études genre en suspendant les subventions qui lui étaient attribuées suite au reportage d'un journaliste qui s'appelle Harald Eia. Si vous voulez rire un moment, regardez ce reportage qui est formidable. Il est sur YouTube, sous-titré en français. Je ne sais plus le titre, mais c'est un reportage sur cet institut et il confronte tous les sosies de Caroline de Haas qui se trouvent dans cet institut à des scientifiques sérieux, des darwiniens, des biologistes, des psychologues. Et en voyant ce reportage, les gens du gouvernement se sont dit mais on donne de l'argent à ces gens-là, qu'est-ce que c'est que ça ? Et voilà, ça a été démantelé. Donc les choses vont dans les deux sens. D'ailleurs, les observateurs étrangers remarquent que chez nous, c'est vrai que les mœurs sont différentes. L'esprit français est quand même assez rétif à la délation, pour plein de raisons qu'on peut imaginer. On n'aime pas tellement ce que Philippe Muret appelait la fièvre cafeteuse. J'aime bien cette expression. Après l'affaire Weinstein, la chroniqueuse américaine Rachel Donadio, dans The Atlantic, explique « En France, on craint d'être accusé de collabo si on balance les noms. Aux États-Unis, l'actrice italienne Asia Argento a été encensée après avoir révélé ses expériences épouvantables avec Weinstein. En Italie, elle a été ridiculisée, critiquée et fustigée par des femmes comme par des hommes qui l'ont qualifiée d'opportuniste dans le meilleur des cas. Donc ça montre bien qu'à l'intérieur de l'Occident, et là les Italiens sont un peu comme nous je pense, il y a une vraie différence par rapport... Je pense que tous ces peuples-là sont d'accord pour condamner le comportement de Weinstein et les abus sexuels en général, mais le rapport à la délation, à la mise au pilori, à l'inquisition est quand même un petit peu différent. Et le fait que la France ait réagi si mollement, ou bien qu'il y ait eu des pétitions contraires, comme la pétition sur le droit à être importuné avec Catherine Deneuve, etc., ont fait réagir follement les médias étrangers. Dans le journal israélien Haaretz, on peut lire, en novembre de l'année passée, les Français ont dû s'interroger sur leur célèbre tradition de séduction. Est-ce si différent du bon vieux harcèlement sexuel à l'américaine ? Le chroniqueur d'extrême gauche Olivier Doubre dans Politis écrit un article qui s'appelle « En finir avec la drague à la française ». Il qualifie la galanterie d'hypocrisie profondément ancrée dans la mentalité hexagonale. Puis quand un chroniqueur d'extrême gauche nous dit que quelque chose est profondément ancré dans la mentalité hexagonale,
Quel que soit le mot qu'il y a avant, on sait que c'est pas très bien. Hein. Et les petites campagnes médiatiques sur ce thème se succèdent. Rappelez-vous, il y a 1 ou 2 ans, le manspreading, hein, donc le fait d'écarter un peu trop les gens dans les espaces publics et notamment les transports publics. Une sexologue et psychiatre suisse, Juliette Buffat, dans un quotidien expliquait: avoir les jambes écartées, cela rappelle aux femmes leur passage chez le gynécologue et ce n'est pas forcément agréable. Voilà, on lui recommande d'aller dans la safe room la plus proche. Et là, et c'est la preuve que le puritanisme sexualise tout. Comment dire, les gens ont eu raison de protester parce que ce manspreading, en fait, c'est ce qu'on appelle une incivilité. Des gens qui, effectivement, ne respectent pas l'espace vital des autres en prenant trop de place, et en plus, c'est assez vulgaire, certes, mais le sexe n'a pas grand-chose à y faire. Ce qu'il aurait fallu dénoncer comme une incivilité a été dénoncé comme une forme d'agression sexuelle. Le puritanisme déteste tellement le sexe qu'il ou elle en voit partout. Je suis tombé l'autre jour aussi sur un article qui datait d'il y a 2 ans dans Libération, qui attaquait Brassens, qui attaquait la chanson Putain de toi de Brassens, et qui disait: malgré l'admiration sans borne que nous évoque son œuvre, il faut bien en convenir. Georges Brassens, sous couvert de déception amoureuse mal digérée, se livre à ce qu'on appelle communément du slut-shaming. Vous voyez le niveau d'analyse. Hein. Et puis en plus, ces anglicismes sont insupportables. Et à force de venir chercher leurs ordres dans les universités américaines ou scandinaves, tout devient en anglais, ce qui est une forme de snobisme. Bon, ça, les journalistes sont à fond là-dedans parce qu'ils adorent aussi. Maintenant, si vous jetez un déchet par la fenêtre, vous n'êtes pas un porc, parce que le porc est réservé à d'autres secteurs, mais vous faites du littering. Et puis si vous marchez sur vos pieds au lieu d'aller en voiture, vous faites du Nordic walking. Donc ça nous permet de tout moderniser, parce que le journaliste aime le scoop. Alors s'il doit parler de choses anciennes, ça n'intéresse personne. Modernisons avec des néologismes anglais, et les féministes évidemment adorent ça. Alors moi, je leur ai inventé aussi un petit néologisme, c'est le book burning. Le book burning, c'est ça, vous voyez. J'ai aussi pris ça sur Facebook ou Twitter, je sais plus. C'est une photo qui a été prise il y a quelques semaines à l'université de Rennes pendant les manifestations étudiantes. On voit une édition de poche du livre de Wolinski, Vogel les femmes. Je sais pas si vous l'avez lu. Évidemment, vous connaissez Wolinski. C'est de l'humour. Comment dire, c'est un peu d'humour de corps de garde. Hein, c'est de l'humour potache. Illustré, elles ont mis sexisme dessus et elles l'ont brûlé. Et puis le commentaire, c'est: vous reprendrez bien un peu de sexisme et de patriarcat. Voilà, leur ironie se limite à ce genre de formule, hein, c'est hilarant. Donc quand on en vient à des autodafés, c'est assez angoissant, mais c'était dans l'ADN du truc, il fallait qu'on en vienne tôt ou tard à ça, parce que le puritanisme et l'autodafé, c'est ensemble. On parlait du no-platforming, qui est le fait de censurer des gens. Si on censure des conférences, pourquoi ne pas brûler des livres? C'est exactement la même chose. Interdire des films, des spectacles, c'est toujours comme ça. Et puis alors on se dit, quitte à brûler des livres ou les réécrire ou les censurer, continuons. Autre article sur Slate qui se fait vraiment le relais de tout ça. Une chroniqueuse écrit un article qui s'appelle « Les œuvres qu'on a adorées petit mais qu'on n'ose plus montrer à ses propres enfants ». Elle écrit, elle critique d'abord tout un Bambi, les Schtroumpfs, tout y passe. Elle dit, et puis tout en disant « Ah mais j'adorais ça quand j'étais petite, mais quand je retombe là-dessus, mais je peux pas montrer ça à ma fille quand même ». Donc on peut dire qu'elle fait du sensitive reading pour sa fille, pour que ce soit elle qui prenne ses coups dans le foie en lisant le Schtroumpf noir, puis alors que sa fille, par contre, elle puisse en être préservée. Et elle considère qu'il faudrait moderniser ses œuvres pour les rendre à nouveau lisibles et passables. Elle écrit: il faut réinventer les dialogues stéréotypés, trouver une nouvelle fin sans mariage ni nombreux enfants. Imaginez l'envers du décor, photoshopper les improbables proportions des princes et des princesses, les dessiner avec des poils, inventer de nouvelles schtroumpfettes. Voilà donc autant de possibilités de rendre acteurs nos enfants face au carcan de la culture populaire. Et quand une féministe dit culture populaire, je peux vous dire qu'en général c'est négatif. Alors là, l'idée de rendre acteur, réinventer, se réapproprier, non, l'enfant subira ce livre comme il a subi les précédents, parce que c'est évidemment pas lui qui l'écrira. Alors cette campagne Balance ton porc doit aussi s'attaquer à la littérature. Dans le nouveau magazine littéraire, Sophie Rabault, enseignante-chercheuse à l'université Paris 3, toujours des sommités universitaires, écrit, là ce que je vais vous dire, ça va vous paraître de la déconnade ironique, mais quand on lit tout le texte, je vous assure que c'est à prendre au premier degré. Elle écrit: je ne vois aucune raison à ce que cette saine entreprise s'arrête au bord de la fiction. Seule une action collective des lecteurs, lectrices et personnages, même les personnages doivent prendre des pancartes, permettra de mettre au jour la violence enfouie dans les pages de la littérature mondiale.
Aux dernières nouvelles, Carmen se trouverait en Italie, à Florence, où elle semble avoir réussi à se débarrasser de José dans une mise en scène de l'opéra de Bizet par Léo Muscato. Elle fait référence, vous avez entendu peut-être parler, à la réécriture de cette pièce où à la fin Carmen n'est pas tuée, mais tue cet homme, sous les applaudissements d'un public conquis. Donc cette chercheuse trouve ça très bien, et elle ajoute: depuis des foyers de femmes de Toscane où je l'ai retrouvée, Carmen, je lance avec elle ce même solennel appel: balance ton porc dans la fiction. Et c'est sérieux, c'est pas une blague. Alors, de la littérature, on passe à la peinture, hein, on l'a vu avec Waterhouse, le peintre pré-raphaélite, mais en France, on a aussi ça, et c'est même arrivé avant. Il y a eu une exposition au musée du Luxembourg à Paris, fin 2015, sur Fragonard, hein, donc le peintre du XVIIIe siècle, de ce qu'on appelle les fêtes galantes, hein, un genre pictural, et ça s'appelait Fragonard et l'amour, et c'était illustré par une peinture assez célèbre qui date de 1777, qui s'appelle le Verrou, que vous connaissez tous déjà, le Verrou, parce qu'effectivement, l'attention est mise sur le verrou de la porte qui est poussée, et une jeune militante qui s'appelle Laure Salmona a écrit sur le site Stop au déni, donc un site de lutte contre les violences faites aux femmes: dernièrement, mes yeux se sont posés sur une affiche qui continue de me sidérer par la violence du message qu'elle véhicule. C'est ça, hein. Il s'agit de l'affiche de l'exposition Fragonard au musée du Luxembourg. L'amour, c'est la violence, la sexualité, c'est le viol. Voilà ce que me hurle silencieusement cette affiche à chaque fois que je la croise. Donc, vite, à la Sefrom pour elle. Je crois que là, un tel traumatisme sur les murs de nos villes, alors, bon, évidemment, on peut discuter, savoir, parce que l'artiste n'a pas commenté cette œuvre, hein, c'est le verrou. Oui, l'homme ferme le verrou. Est-ce que c'est pour être tranquille, hein, peut-être, simplement? Est-ce que c'est pour l'empêcher de sortir? En gros, elle pense que ça représente un viol. Des indices peuvent le laisser penser, mais les indices, ça va loin. Elle dit, par exemple, il y a une pomme, donc c'est le symbole du fruit défendu. Bah oui, justement, ça peut être le symbole peut-être du plaisir érotique, pas forcément du viol. Donc voilà, on voit non seulement de la sexualité partout, là il y en a effectivement, mais surtout de la contrainte sexuelle partout. Je comprends et je conseillerais à cette jeune femme d'aller plutôt dans les expositions d'art contemporain, souvent abstrait. Je sais pas si elle a écrit un texte du même genre pour parler du plug anal de la place Vendôme, ou si ça passait. Oui, bah c'était égalitaire, hein, mais de toute façon, le plug anal fait référence à un organe que tout le monde a, homme comme femme, beaucoup moins genré que ça. Donc ça va. Une essayiste qui s'appelle Natacha Henry, dans un livre au titre très évocateur, programmatique, qui s'appelle Les mecs lourds, parle du paternalisme lubrique, qui serait une violence symbolique, toujours symbolique, faite aux femmes, et ce paternalisme lubrique ne serait autre, je cite, que le digne héritier de la culture différentielle. Et on touche au fond du problème. Ce féminisme anglo-saxon libéral est un féminisme, justement, pourquoi il est puritain? Parce qu'il nie la différence, les spécificités. D'abord, il a commencé par être plutôt androphobe, sous prétexte d'antipatriarcat, d'antiphallocratie, ce qui pouvait à la limite encore se comprendre, mais cette androphobie amène assez vite à une automisogynie, à une féminophobie. C'est une caractéristique, cette négation de la différence. Et elle ajoute, au sujet des blagues sexistes qu'il y aurait au travail, ça parle beaucoup du monde du travail, certaines femmes, contre toute vraisemblance, affirment ne pas savoir de quoi il s'agit, c'est faux. Voilà, comme notre ami qui ne pouvait pas supporter les blagues dans les cars, s'il y a des femmes qui rigolent quand même à ces blagues, elles ne savent pas ce qu'elles font. Pardonnez-leur, elles ne savent pas ce qu'elles font. Philippe Muret, et pourtant ça date un peu, hein, il est mort bien avant tout ça, même s'il aurait beaucoup de choses à dire, en 2000, dans son livre Après l'histoire, disait: de cette façon se présente sans complexe le nouvel univers où ce sont les néo-militants qui se vantent d'avoir la surveillance pour occupation, la paranoïa pour trait qualitatif essentiel et l'emmerdement pour souci capital. Je pense que ceux qui ont essayé de nous empêcher de tenir cette conférence relèvent un petit peu près de cette typologie, et où, loin de trembler devant de telles dispositions ouvertement proclamées, on les en félicite. Et il disait ça pour commenter l'entretien avec la présidente d'Act Up qu'il avait lu dans le Nouvel Observateur, où la présidente finissait par dire: je voudrais dire à tous nos ennemis qu'on les emmerde et qu'on n'a pas fini de les surveiller. C'est la petite expression qui vient d'ailleurs de l'anglais que vous avez peut-être déjà vu sur les réseaux sociaux ou dans, je pourrais dire, la gauchosphère. C'est « on vous voit ». Le on vous voit, c'est les caméras de surveillance partout, c'est l'État fouineur et totalitaire, c'est la technologie qui veut nous empêcher d'être libres, de faire ce qu'on veut, alors que eux se ressaisissent de ce message. On vous voit pour s'en vanter. On vous voit, nous sommes les vigilants, vous êtes les déviationnistes. Ça montre bien, dans le rapport de pouvoir, de quel côté ils se situent et de quel côté ils sont effectivement.
Un petit exemple littéraire, un auteur qui s'appelle Thierry Hockey a écrit un livre qui s'appelle Sexus Nullus. C'est inspiré d'une citation de saint Augustin, Sexus nullus in anima. Il n'y a pas dans l'âme n'a pas de sexe, seul le corps en a une. Lui s'en sert pour dire qu'il n'y a pas de sexe du tout, et il imagine l'histoire d'un candidat à la présidentielle qui veut se faire élire sur un programme très simple, c'est la suppression du sexe à l'état civil. Et il a un argument d'ailleurs assez intéressant et assez pervers, il dit: on a supprimé le service militaire en 97, je crois, sous Chirac. Or, dans la vie légale française, c'était la dernière distinction qui restait entre l'homme et la femme. Maintenant qu'on a supprimé cette dernière distinction, il n'y a plus de raison de conserver le sexe à l'état civil. Et même si c'est une fiction de dire ça, on retrouve la technique qu'on appelle la technique du saucissonnage chez les mêmes qui vous disent oui, nous allons voter le mariage pour tous, mais ça ne veut absolument pas dire qu'ensuite s'en suivra l'adoption. Mais ça se passe toujours dans ce sens-là. Donc on peut tout à fait imaginer que la suite logique de la suppression d'une activité genrée comme le service militaire soit qu'on supprime ça complètement. Et ce candidat est dit, c'est un roman, hein, je dis pas qu'il faut le prendre avec des pincettes, néanmoins le personnage revendique ce roman comme un roman à thèse et le héros défend ses thèses, ses idées. Le personnage dit il faut aller plus loin, il faut effacer le sexe, l'invisibiliser, et il dit d'ailleurs à un moment donné, en France, le salut vient toujours de l'étranger, et de nouveau, il regarde de l'autre côté de l'Atlantique, et notamment dans les universités. Il y a une scène terrible où il réunit ses partisans dans une manifestation de rue qu'il appelle la Barba Pride, parce que ça fait référence aux Barba Papa, qui sont polymorphes, flous, enfin mous, fluides, vous voyez un peu le registre de langage. En plus, Barba Papa, la mère est de couleur noire et le père est de couleur rose, il y a des idées d'inversion, ils changent de forme, c'est exactement leur idéal. En plus, il y a ce côté d'infantilisation. Il invite, il y a Conchita Wurst qui vient chanter dans la manif, et Dana International, un artiste transgenre israélien. Tout y est, là, c'est le festival. Et ses partisans viennent déguisés en petits princes. Donc on retourne vers l'infantilisation des adultes déguisés en pyjama, comme ça. Pourquoi? Parce que tous revendiquent la phrase de Saint-Exupéry du Petit Prince: on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Jolie phrase si ça veut dire que l'habit ne fait pas le moine et qu'il faut pas se fier aux apparences, mais ce qu'ils veulent dire, c'est que le sexe n'a pas d'importance. Cacher cette différence que je ne saurais voir, on est dans le déni, et qui dit déni du physique dit puritanisme. C'est très proche quand même de ces puritanismes religieux chrétiens, le mal de la chair contre le bien de l'esprit désincarné. Le Petit Prince, c'est une figure de l'esprit désincarné, et dans tous ces sigles, maintenant le cycle complet de ces mouvements, c'est LGBTIQA. Alors, si je me rappelle bien, bon, lesbienne, gay, bisexuel, transsexuel, intersexe ou indécis, je sais pas, queer, et le A, alors ça je savais pas, eh bien c'est asexuel. Asexuel, c'est-à-dire en fait qui n'est attiré ni par les uns ni par les autres, mais c'est aussi aromantique, c'est-à-dire qui n'a non plus du sexe, on passe carrément au sentiment. C'est là où on voit que c'est pas que du puritanisme, mais ça va plus loin parce que il y a une morbidité et un repli sur soi. Et malgré ça, pourtant, et je vais finir justement sur une note d'espoir. Steven Pinker remarquait il y a quelques années qu'une génération plus jeune a rejeté des affirmations des féministes qui voyaient dans l'amour, la beauté, le flirt, l'érotisme, l'art et l'hétérosexualité des constructions sociales pernicieuses. Ça commence à ne plus prendre parmi les jeunes qui en ont soupé de ça. Même Natacha Henry, cette auteure des Mecs lourds qui nous parlait de paternalisme lubrique, dit sur un temps un peu désolé, en parlant de la drague, elle parlait de ses expériences du fait d'être draguée, elle dit « Pourquoi ces moments ont-ils à notre esprit défendant quelque chose d'un peu chouette ?» Un homme l'a regardée et ne s'est pas changé en statut de sel. Donc tout d'un coup, peut-être qu'elle s'est trompée quelque part. Même les féministes doivent reconnaître que non, c'est pas forcément si agressif, ça peut être sympathique, ça peut être agréable. Nancy Houston, j'aime bien citer des gens qui ne sont pas du tout des antiféministes, parce que ceux-là, on peut pas les suspecter d'avoir un agenda politique ou militant, écrit dans son très bel essai qui s'appelle Reflet dans un œil d'homme, où elle essaie de réhabiliter la séduction, le regard masculin sur la femme. Elle écrit « Les hommes ont une prédisposition innée à désirer les femmes par le regard, et les femmes se sont toujours complues dans ce regard parce qu'ils préparaient leur fécondation. » Bon, c'est un peu, moi je dis, c'est un peu réducteur. Je suis pas de ceux qui veulent tout ramener justement à l'évolutionnisme et à la biologie. Surtout que nous, on a culturalisé, notamment la France a culturalisé ce regard pour en faire un truc qui dépasse la nature et qui est au contraire un haut degré de raffinement et de civilisation. Mais l'un ne contredit évidemment pas l'autre. Et je terminerai par une piste philosophique, et brièvement je vais être un tout petit peu plus technique alors qu'avant on a plutôt rigolé. C'est la philosophe Camille Froidevaux-Métry, dont je vous recommande l'ouvrage, c'est une féministe, qui s'appelle La Révolution du féminin.
où elle critique chez les néo-féministes l'impératif de la désincarnation, donc cette somatophobie, ce rejet du corps, le rejet de la corporéité, qui, selon elle, est la cause du reflux du féminisme chez les jeunes filles qui ne sont absolument pas opposées au combat juste des femmes pour l'égalité, mais qui ne peuvent plus supporter de de devoir disparaître au monde, comme disait T. Grace Hankinson, de se suicider en tant que femme. Cette philosophe, c'est une philosophe, s'inscrit dans une école qu'on appelle la phénoménologie, qui est, je vous la fais courte, l'analyse directe de l'expérience vécue. Donc la prise en compte de la subjectivité. On oppose en général le noumen, qui est les choses telles qu'elles sont, et le phénomène, qui est les choses telles qu'elles sont perçues. Même Nietzsche le disait quand il disait tout philosophe. Enfin, toute pensée philosophique est le produit d'un corps, le corps du philosophe, selon votre état de santé, votre âge, votre stature, et c'est d'autant plus vrai selon votre sexe. Et ce n'est absolument pas un problème, ça ne doit pas être une raison de discriminer les uns, les unes ou les autres, mais c'est quelque chose à prendre en compte et à assumer. Et des féministes de l'ancienne école l'ont défendu. Virginia Woolf a écrit des pages intéressantes sur la spécificité de la littérature romanesque féminine. C'était pas du tout une honte, c'était un étendard. La connaissance s'enracine toujours dans une expérience située, une expérience incarnée, donc sexuée. Il faut réhabiliter, nous dit cette philosophe, la dimension incarnée de l'existence dans la tradition phénoménologique, donc la perception, la subjectivité, parce qu'il existe une modalité d'être au monde placée sous le signe de l'incarnation. Et elle écrit, je vous fais un passage, la dévalorisation philosophique du corps comme relevant du domaine de la contingence, de la matière et de la passion a soutenu la tentative féministe de délégitimation de la corporéité féminine. En définissant l'existence humaine comme étant irréductiblement incarnée et en faisant du corps le vecteur même de l'accès au sens, la phénoménologie nous offre les postulats idoines à une démarche de réappropriation positive du corps féminin. Le corps des femmes n'est pas uniquement le lieu d'une possible aliénation, il est aussi le support d'un rapport identitaire à soi. En faisant du corps féminin un objet épistémologiquement légitime, nous réintroduisons le point de vue de la personne qui habite ce corps, nous affirmons que les femmes ne sont pas seulement des individus abstraits, mais qu'elles vivent dans le monde sous un rapport qui ne peut faire l'économie de l'incarnation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tout simplement opposer féminin et humain. On n'est pas moins humain parce qu'on est femme ou parce qu'on est homme, c'est au contraire une spécificité supplémentaire qui est forcément une richesse. Et c'est d'autant plus intéressant dans le contexte français, même si je pense que c'est valable dans l'idéal pour tous les peuples du monde, mais il y a vraiment, comme l'expliquent aussi certains philosophes comme Bérénice Levet et autres, une spécificité du vivre ensemble des sexes à la française, basée sur des caractéristiques qui sont toujours les mêmes au fil des siècles. Évidemment, depuis le Moyen-Âge, on a vu des grands mouvements, on va dire, de mœurs dans les rapports hommes-femmes. La chevalerie, donc la courtoisie, avec la littérature qui va avec, le libertinage de l'époque des Lumières, le romantisme du 19e, la libération sexuelle du 20e siècle. A priori, on dit, voilà des choses bien différentes. Mais pas tant que ça. Que ces contacts, ces rapports soient chastes ou au contraire très libérés, ils ont quand même un point commun essentiel, c'est que de un, ils reposent sur la séduction de l'homme et de la femme et que cette séduction repose elle-même sur la différence. Et je pense que ce n'est pas uniquement français, mais c'est quand même très français dans notre histoire. Et si on veut rétablir un rapport harmonieux avec les sexes, entre les sexes, ce sera pas avec des safe space, du no platforming ou du book burning, ni même avec des schtroumpfettes avec des poils pubiens, mais avec des valeurs quand même plus saines et positives que j'espère nous saurons exprimer en français. Je vous remercie. C'est vrai, et souvent quand on raconte toutes ces histoires-là aux gens, ils ont tendance à dire oui, c'est très divertissant et anecdotique, mais enfin bon, ça va tellement loin, c'est tellement ubuesque qu'on voit bien que les gens, comment dire, les réflexions des gens que j'ai cités, on les croise rarement dans la vie quotidienne. On n'est pas nombreux à avoir des amis qui pensent vraiment que l'orgasme est une invention du patriarcat ou qu'il faut se défaire de la féminité. Certes, c'est vrai. Seulement, les rapports de force ne s'expliquent pas tous en termes arithmétiques, mathématiques, dans la mesure où le bon sens, comme son nom l'indique ou le laisse entendre, est forcément majoritaire puisqu'il est le bon sens.
Et les gens qui me disent arrête de t'affoler là-dessus, ça va pas changer le monde ou ça va pas tuer l'humanité, ont raison. Ça c'est vrai. Je suis pas en train de dire que c'est apocalyptique. Je suis pas en train de dire que c'est le danger qui menace l'humanité, la population. Absolument pas. Je pense même que il y a une option qui est possible, qui est simplement d'attendre. Il suffit d'attendre pour que tout ça se défasse, parce que le naturel, quand on le chasse, revient toujours au galop. Seulement, là où je pense qu'il vaut quand même la peine de se battre, c'est que si les choses reviendront tôt ou tard à la normale, et peut-être plus tôt qu'on ne le pense, en attendant, comme l'a bien expliqué Isabelle, des menaces pèsent sur au moins une génération qui se trouve, pour parler des gens de notre âge, en gros la génération de nos enfants. Donc ça devrait être une raison suffisante, c'est peut-être de la micro-histoire, mais c'est une histoire qui nous concerne. Parce que oui, ces gens-là qui tiennent ce discours radical-là sont une minorité et sont tout de même une petite minorité, tout simplement parce que une chercheuse, un chercheur SEX LGBT en études genre n'est pas représentatif de l'homme de la rue, comme on dit, du français moyen, mais c'est lui ou elle qui a accès aux médias, qui touche des subventions de Bruxelles et qui a l'oreille des politiques, et ce n'est pas le français moyen, aussi majoritaire soit-il. Le rapport de force est numériquement en notre faveur, mais en termes de pouvoir, il est pour le moment en notre défaveur, parce que il y a des consignes qui viennent d'en haut, c'est pas du tout de la théorie du complot, c'est simplement des choses tout à fait officielles, et d'autre part, tout ne s'explique pas par les rapports de pouvoir politique ou économique. D'autre part, pourquoi, qu'est-ce qui nous oblige, qu'est-ce qui oblige un média à se faire l'écho de ça, comme tu le demandais, à servir la soupe à ces gens-là? Alors là, c'est un peu mystérieux, on ne sait pas très bien, ça relève davantage de l'autocensure que de la censure, d'une espèce de conformisme à l'ère du temps, même si l'ère du temps est minoritaire. Mais les précieuses du temps de Molière, dont je parlais, aussi étaient minoritaires, ne serait-ce que socialement, parce qu'elles étaient une élite. Et comme par hasard, cette élite actuelle, qui se dit pourtant de gauche, et qui, comme je l'ai dit, vient phagocyter ou parasiter la gauche, est une élite sociale, parce qu'il faut vraiment être une élite sociale pour... c'est comme la théorie de l'intersectionnalité. L'intersectionnalité, c'est la thèse que certaines féministes défendent, selon laquelle tous les opprimés devraient faire preuve d'une solidarité objective entre eux. Tous les opprimés, c'est elles, pense-t-elle, mais c'est également les immigrés, les pauvres, les ouvriers, les homosexuels. Seulement, elles sont évidemment les seules à défendre cette solidarité objective, parce que les autres que je viens de citer, la plupart n'en ont jamais entendu parler, n'y voient pas d'intérêt et ne se reconnaissent aucune solidarité objective. Je peux vous parier que le jeune musulman de banlieue ne voit pas pourquoi il devrait faire cause commune avec une féministe gender fluide, alors qu'elle devrait objectivement les considérer comme encore plus réac et arriérés que nous, on va dire, les hommes blancs éventuellement conservateurs. Tout ça pour dire que c'est l'expression d'une élite sociale, forcément minoritaire, qui ne représente qu'elle, mais qui, pour l'instant, par un subtil jeu à la fois de pouvoir politique et de conformisme, tiennent le crachoir, comme je suis en train de faire depuis trop longtemps, et je vais passer là. Oui, donc moi je pense aussi que c'est le fait d'un groupe minoritaire qui atteint un statut d'élite, comme l'a dit David, mais au niveau des chiffres, voilà, vu que la question posait aussi là-dessus, les militants sont de toute façon toujours minoritaires. Même si je disais, voilà, dans ma conférence que le transgenrisme et cette mode des gender fluides, etc., pouvait être néfaste à un niveau civilisationnel, elle n'est le fait vraiment que d'une minorité. Ça ne représente que quelques milliers de jeunes, et beaucoup finalement font ça pendant 2 ans, mais le mal est fait. En fait, je dirais que c'est l'importance d'un côté, d'un air du temps, d'être progressiste. Il faut montrer cette image de personnalité, de produit progressiste, et c'est une démarche marketing au fond de céder à ces demandes, parce que peut-être que maintenant les féministes regarderont Fort Boyard et feront de l'audience en plus. C'est juste, voilà, il y a une logique de marché avec une tentative et une volonté de conformisation
intellectuelle, sociale, culturelle autour de ces questions. Je pense pas qu'il y ait des mouvements féministes à prendre dans leur globalité ou qui vont dans le bon sens. Le féminisme tel qu'il est aujourd'hui est le résultat donc de son histoire. Et son histoire est inscrite aux côtés des combats de la gauche progressiste. Donc, à ce niveau-là, on ne peut pas dire que c'est via des mouvements féministes qu'on pourra avoir un retour en arrière, même si je n'aime pas du tout cette idée de retour en arrière. Néanmoins, on peut voir chez certaines féministes, notamment les féministes radicales, et justement certains écrits d'Andrea Dworkin que David avait cités, où il y a un espoir si un jour les nouvelles générations féministes redécouvrent ces écrits, parce qu'ils sont beaucoup plus essentialistes. Et même si cette essence dans leurs écrits est utilisée pour renforcer la lutte contre les hommes, le patriarcat, quand on lit entre les lignes, on voit bien que il y a une différence de fait entre les femmes et les hommes. Il y a aussi un mouvement qui s'est créé entre les féministes radicales qui existent encore aux États-Unis et qui attirent certaines jeunes militante, qui est beaucoup plus basée justement maintenant dans un militantisme centré sur le corps féminin. Donc on va montrer des poils pubiens, on va montrer les règles, on va montrer des seins, free the nipple, voilà, enfin toutes ces choses-là qui, même si elles peuvent choquer nos âmes encore bien puritaines sur beaucoup de sujets, ramènent la femme à son corps et à son vécu de femme. Et ces féministes radicales sont justement houspillées par les intersectionnelles qui disent qu'elles sont transphobes, ce sont d'affreuses essentialistes, certaines sont exclues de cercles de débat féministes parce qu'elles peuvent offenser les personnes trans en parlant par exemple de problèmes liés à la maternité, au fait d'avoir ses règles, etc., qui pourraient être tout à fait légitimes dans un discours féministe, parce que ça peut offenser les trans qui ne vivront jamais cette réalité de femme. Mais pourtant ce sont des femmes aussi, et donc on voit bien que, enfin, chez les intersectionnels, ils sont dans une impasse intellectuelle. Et donc, il y a ce terme de TERF, T-E-R-F, qui est devenu une insulte sur les réseaux sociaux dans les milieux féministes. C'est trans-exclusive, radicale féministe. Et c'est devenu une insulte. Donc, je pense que sans prendre absolument en compte les thèses radicales, il faut jeter de temps en temps un coup d'œil. On peut vraiment s'inspirer de certaines des idées et les recentrer dans un discours plus comment dire, conforme à l'ordre naturel. Ouais. Bon, moi, je partage pas du tout cette indulgence envers Andrea Dworkin qui me semble extrêmement dangereuse, parce que c'est justement le comble du puritanisme poussé à un point. On oppose souvent, alors ça c'est du jargon, les féminismes anti-sexe, parmi lesquels elle est, notamment à travers sa lutte contre la prostitution, la pornographie, ou aux féministes pro-sexe qui ont bien des défauts, mais qui au moins n'ont pas ce dégoût du sexe en général et de l'autre en particulier. Donc je pense que en tant qu'homme, c'est quand même plus facile de discuter avec une femme qui vous reconnaît un statut plutôt qu'une femme qui voudrait vous voir anéantir dans un futur transhumaniste. Cela étant dit, même s'il n'y a pas réellement de féminisme essentialiste, l'essentialisme est devenu une insulte de la part des néo-féministes pour dire d'une autre
qu'elle ne sacrifie pas tout à la culture, parce que je crois que tout le monde est plus ou moins d'accord, sauf ces radicales-là, pour dire qu'il y a de l'inné et de l'acquis, il y a du culturel et du naturel. On l'a dit, on ne nie pas la notion de genre. Le genre, c'est quoi? Le genre, c'est du sexe culturel. La théorie du genre, ce n'est pas l'affirmation du genre, ça on est tous d'accord, je pense. C'est plutôt la légitimité du genre. Donc ces féministes essentialistes simplement remettent, prétendus essentialistes, remettre un peu les choses à leur juste mesure ou à une mesure plus juste dans la balance. Cela étant dit, même si je ne suis pas féministe moi-même, évidemment, je pense qu'il y a des écoles plus intéressantes que d'autres avec lesquelles il est possible de dialoguer et qui ont un vrai cursus. J'en citerai trois. Il y a les écoféministes, féministes écologiques. Vous verrez que ces trois ont des points communs. C'est des féministes justement écologistes qui veulent revenir à une sacralité de la nature étant donné la crise que nous traversons, et cette sacralité repasse par le corps, les cycles naturels, la maternité, les cycles menstruels, etc. Il y a les évoféministes qu'on appelle aussi les féministes darwiniennes. En France, elles sont représentées par une auteure qui écrit des choses assez intéressantes qui s'appelle Peggy Sastre. Qui veut réhabiliter quelque chose qui a été très diabolisé, c'est-à-dire les déterminismes naturels qui, hommes comme femmes, nous déterminent dans la vie de tous les jours. Et il y a de manière générale cette grande famille qui m'est le plus sympathique, c'est simplement, et les deux autres en font partie d'ailleurs, c'est les féministes différentialistes, par opposition à l'école universaliste qui finit par tout nier. Les féministes différentialistes qu'on voit par exemple à travers l'exemple de la philosophe que je vous ai donné à la fin, la phénoménologie, donc la réhabilitation du corps, donc de la spécificité. Et je pense que celles-ci veulent se libérer non pas en dépit de la féminité, mais en tant que femme. Ça, c'est déjà beaucoup plus intéressant. Et voilà, j'ai toujours défendu la question différentialiste, que ce soit dans les rapports entre les cultures, entre les peuples. Il n'y a pas de raison de ne pas le faire entre les sexes, parce que au final, marquer ces différences permet le dialogue, alors que les nier nous confinent au silence. Oui. Je voulais juste ajouter quelque chose. Effectivement, je suis d'accord pour dire que les féministes, les écoféministes et les féministes différentialistes sont les plus intéressantes. Et c'est ce que j'incluais en parlant du féminisme radical, notamment avec la féministe Starhawk. Donc une américaine qui maintenant est considérée comme écoféministe, mais qui a commencé dans le féminisme radical des années 70 et qui justement est dans ce féminisme un peu plus supportable. Voilà. Alors c'est intéressant qu'on continue sur ce sujet, notamment après que j'ai parlé de Starhawk, parce que justement elle est aussi militante Wiccan, New Age, et elle a énormément écrit justement sur cette nouvelle forme de paganisme qui serait par essence féministe, avec les idées de féminin sacré. C'est très intéressant, c'est malheureusement quelque chose de complètement artificiel, une reconstruction idéologique progressiste, et progressiste dans le mauvais sens du terme, mais comme je disais tout à l'heure, ça a le mérite de retourner à la corporalité et au naturel du féminin. Ça, c'est une question effectivement fondamentale qui est en plus le sujet d'une querelle historique qui n'est pas finie. Certains historiens nous disent que le christianisme, quand il est apparu en Europe, a non pas libéré mais favorisé l'émancipation de la femme. C'est la thèse par exemple de Régine Pernoud, un très bon livre, La femme au temps des cathédrales. C'est d'ailleurs la thèse qui a inspiré un film très sympathique qui s'appelle Les filles au Moyen-Âge de Hubert Viel, si vous avez l'occasion de le voir. D'autres, au contraire, nous disent, valorisent la liberté des femmes grecques et romaines, à relativiser certes, mais surtout plutôt les autres peuples, les peuples celtes, par rapport à un christianisme qui, par la pudibonderie, les aurait aliénés. Les deux ont plus ou moins raison selon la perspective qu'on prend. Ce qui est certain, c'est que philosophiquement, les trois monothéismes, et là on peut les mettre dans le même panier, je pense, donc christianisme, judaïsme et islam, ont ce problème de puritanisme pour une raison très simple. C'est
qui valorise la transcendance, parce que toute spiritualité monothéiste place à la fois les grandes valeurs, le bien, le beau, le juste et Dieu lui-même en dehors. À partir de là, comme le disent souvent les religieux, cette vie n'est qu'une étape, ce monde est vulgaire parce que c'est un monde créé, c'est un monde qui fait appel au sens, et à partir de là, eh bien, quand on est dans cette optique, on finit par négliger, puis mépriser, puis diaboliser tout ce qui relève de la beauté. Ça peut être l'art, ça peut être la beauté d'un paysage, ça peut être le fait de bien manger, de bien boire, de prendre du plaisir, c'est-à-dire de jouir de ces sens dont le monde ici-bas. Ça passe évidemment par une diabolisation du sexe, et dans la société traditionnelle, que ça plaise ou non, par métonymie, le sexe est associé à la femme. Donc on passe vite d'une diabolisation du créé à de la misogynie. Et cette misogynie, on le voit dans le stade actuel de son développement où se trouve l'islam, et elle est très facile à analyser, à comprendre, et dans l'histoire du judaïsme et du christianisme, on la retrouve aussi. Donc, évidemment, c'est difficile à vérifier historiquement. Là, c'est plutôt une explication philosophique ou théologique que je donne. Dans le paganisme, par contre, il y a l'idée... déjà, le paganisme, c'est souvent des polythéismes. Pourquoi c'est des polythéismes? Parce qu'on associe des dieux distincts à des phénomènes naturels distincts. Le dieu de la pluie qui tombe, le dieu du vent dans les arbres, le dieu du feu, etc. Le fait d'avoir des dieux immanents dans le créé amène à valoriser, voire à sacraliser le créé, à sacraliser la nature. Et là, on en revient à la question, justement, à la question écologique. L'histoire j'en parlais avant avec quelqu'un, des druides qui s'enchaînent devant les chênes sacrés pour empêcher la déforestation romaine, etc., etc. Et cette valorisation de nature favorise une acceptation, je dirais, plus hédoniste, mais au sens spirituel immanent du sexe, et donc un respect plus grand de la femme. Donc je suis peut-être un petit peu idéaliste et romantique quand je dis ça, parce que je parle de civilisation très vieille et très peu comparable aux nôtres, mais je pense que quitte à avoir une réflexion spirituelle, la voie païenne ou paganisante serait plus favorable à l'égalité des sexes et à la réhabilitation de la séduction et de la femme même carrément. Donc oui, j'ai une certaine sympathie pour ça, même si c'est un petit peu de spéculation. Hein. Oui, je vais rajouter quelque chose suite à ta réponse. C'est bon, déjà, ce qu'on connaît des sociétés païennes, il y a pas mal de fantasmes, pas mal de romantisme, pour reprendre le terme. Elle n'était absolument pas dénuée de misogynie. Il suffit d'aller voir les écrits des Grecs anciens ou à Rome, de voir les systèmes judiciaires de femmes éternellement mineures, en Grèce de femmes confinées à son oikos, et les seules qui étaient dans la vie publique étaient justement des femmes publiques qui pouvaient être très respectables, des courtisanes qui ont même pu influencer des grands hommes. Mais voilà, donc il faut pas forcément idéaliser un paganisme égalitaire au niveau des sexes. Je pense que le paganisme, avec son lien avec la nature, le naturel, le sacré, le créé, favorise plutôt chacun à sa place. Et c'est beaucoup plus intéressant que l'égalité. Donc oui, c'est une réflexion intéressante. Alors d'un point de vue un peu philosophique, spirituel, on peut dire que le monde s'est toujours débrouillé pour retrouver l'équilibre et que il y a toujours eu des régulations naturelles, que ce soit la peste, les guerres, voilà. D'un point de vue plus pragmatique, je pense que pourquoi ça peut toucher nos sociétés plus que les sociétés traditionnelles, c'est que nous, on a intégré le malthusianisme. Vu que l'homme blanc a intégré qu'il aurait une forme de supériorité, même quand on lui dit que non, tu n'es pas supérieur, si on lui dit non, tu n'es pas supérieur, ça présuppose que quand même il y aurait cette possibilité. Et
Et du coup, vu qu'il est supérieur, il est plus avancé, il a plus de morale, il a plus c'est le syndrome de l'homme blanc sauveur qui vient dire non, chez nous il faut qu'on fasse moins d'enfants, peut-être que il faut pas céder à ses pulsions, voilà, on revient encore au puritanisme. Et du coup, mais quand même, oui, la sexualité peut être autre chose que la reproduction. Alors que les traités sur la sexualité, que ça soit le Kama Sutra ou les écrits érotiques arabes du Moyen Âge, étaient bien plus évolués au niveau de la recherche du plaisir que ce qui pouvait se faire en Occident. Donc voilà, tout est toujours à relativiser, il faut toujours voir l'autre côté de la pièce. Et ce qu'il y a, c'est que ces jeunes qui tombent dans l'onanisme, même quand c'est à deux, et dans le transgenrisme, voilà, il y a beaucoup de jeunes qui se revendiquent asexuels, agenres. Je ne suis rien, je ne suis qu'esprit, je ne ressens pas de désir sexuel. Bon, des fois j'ai envie de dire c'est normal, t'as 12 ans, mais mais voilà, ça touche. En fait, à 12 ans, c'est normal qu'ils le ressentent pas, et vu qu'ils se sont formatés l'esprit, à 16 ils le ressentent toujours pas, et à 20 finalement ils disent que c'est dégueulasse. Ils vont mettre des panneaux dans des manifs et réclamer qu'on mette le A à la fin de LGBTQ1, voilà. Je pense que ce sont des phénomènes qui sont pas forcément liés avec cette idée de régulation, mais qui sont dans un air du temps d'envie d'être les plus progressistes et les plus moraux, les plus d'être dans le camp du bien. C'est vraiment ça en fait, plus que une volonté de régulation. Bon, la sexualité n'est effectivement pas que reproductive, et nous en sommes bien contents. C'est quand même un acquis tout à fait précieux, je tiens à le rappeler. Ensuite, est-ce que cette lecture-là, qui est de donner un sens aux choses, une téléologie, comme on dit en philosophie, c'est-à-dire les choses arrivent par une finalité, en tant qu'individu, nous n'en serions pas conscients, on peut traiter effectivement les pestes, les guerres de cette manière-là, c'est un peu la lecture qu'on avait Hegel, on peut le faire a posteriori, peut-être que dans 1 ou 2 siècles, on dira, regardez, les Européens ont fait moins d'enfants parce que dans leur inconscient collectif, ils sentaient que la planète était fatiguée. Peut-être. Mais quitte à ce que la démographie baisse, si elle est nécessaire qu'elle le fasse, c'est un problème complexe, je préfère que ce soit par l'hédonisme et le libertinage que par la sexualité avec un A privatif. Pourquoi je préfère? Pas simplement par tendance personnelle, mais parce que avoir une activité sexuelle, même non reproductive, même un petit peu peut-être fantaisiste ou tordue, eh bien on sait bien que sur le plan biologique, la sexualité est reproductive, elle est faite pour ça, mais nous, on a trouvé le moyen de faire autrement. Donc tant qu'on garde une libido et un instinct sexuel, on est toujours prêt, en tant que peuple, que ce soit soi-même ou la génération suivante, à faire ce qu'il faut faire pour se reproduire. Alors que si on entre dans une optique d'asexualité, c'est-à-dire de retrait du désir, alors là, déjà c'est quelque chose de maladif, c'est assez malsain. La sexualité, pourquoi est-ce qu'elle est vitaliste? Pourquoi est-ce qu'elle est saine, même quand elle ne débouche sur rien de concret? C'est parce qu'au fond, le sens de l'acte, le sens du désir, c'est la reproduction, donc c'est la vie. Donc voilà, je ferai une différence entre les deux. Ça me semble assez essentiel. Donc je le condamnerai pas de cette manière-là, même si on peut se poser la question du sens immanent à long terme de tout ça, c'est clair. Oui, c'est vrai que le terme lui-même devient problématique déjà par sa polysémie, parce qu'il recouvre des choses extrêmement différentes, ce qui est valable un peu pour toutes les grandes doctrines qui ont un peu quelques siècles dans les pattes, c'est normal. Mais évidemment, pour parler des catégories dont j'ai pu parler avant, c'est clair qu'une idéologie qui n'a plus comme sujet philosophique les femmes, parce qu'il nie même la possibilité de la femme, peut difficilement aujourd'hui s'appeler féminisme. Les choses que nous avons critiquées, je les appellerais
ultraculturalisme ou déconstructionnisme ou quelque chose comme ça. Et celles qui demain s'appelleront féministes seront peut-être tout simplement les héritières du féminisme classique, c'est-à-dire la défense, comme je l'ai dit, un peu corporatiste, des intérêts et des droits des femmes. Et là, tout le monde comprendra de quoi il s'agit. Et pour terminer, pour commenter ce que disait Madame, avec laquelle je suis assez d'accord, c'est vrai que pour quelle raison est-ce qu'on décourage la natalité et la maternité des femmes? Du fait que les femmes sont sur le marché du travail, cette maternité représente un poids pour le capital qui n'est pas un poids que ne présente pas le travailleur homme, qui justifie certaines discriminations comme les inégalités de salaire et qui justifie aussi des politiques d'incitation patronale à ne pas procréer. Alors ça va par évidemment la promotion de la pilule ou la pression dans les entretiens d'embauche. Il y a beaucoup de jeunes filles témoignent que selon l'âge qu'elles ont, le profil qu'elles ont, si elles sont en couple ou autre, elles sont vite discriminées parce qu'on se dit celle-là dans les 6 mois elle va tomber enceinte et puis elle ne m'aura pas encore rapporté que je devrais déjà moi mettre de l'argent. Ce qui est évidemment d'un cynisme assez absolu. Mais certains grands groupes industriels, je pense notamment à certains géants de la Silicon Valley qui sont toujours à la pointe de la technologie, sont allés plus loin en proposant à leurs travailleuses de congeler leurs ovocytes. C'est-à-dire de mettre tout ça dans un petit frigo dans les cases de chez Google ou Facebook en disant écoutez, vous avez 30 ans, oui bon ce serait l'âge, mais attendez encore 10 ans. Vous avez des bons ovocytes, on va vous les congeler, c'est pris dans l'assurance d'entreprise, et dans 40 ans, quand vous aurez donné le meilleur de vous-même et que vous serez un peu fatigué, ou même à 50 ans parce que c'est congelé, vous pouvez les sortir à ce moment-là. Donc quand on en arrive là, on voit clairement que la principale contradiction, la principale opposition au déroulé naturel des choses, c'est le capital. Et ensuite, ce que vous dites sur l'immigration ou autre, qui est vrai aussi, découle de ça. Je fais peut-être du monocausal, c'est un peu plus compliqué que ça, mais on en revient toujours à cette question du libéralisme destructeur, à mon avis. Oui, donc comme ce qui a été dit dans la question, effectivement, il y a un conflit d'intérêts au sein de ce qui peut se nommer féminisme aujourd'hui. Soit des femmes qui réclament leurs droits de femmes au profit de leur carrière, et justement ces ultra-gauches intersectionnelles qui finalement ont usurpé le terme de féminisme. C'est pour ça que moi j'appelle ça juste l'intersectionnalité en fait, parce qu'il y a une part de féminisme, donc la lutte pour le droit des femmes, qui est couplée à l'antiracisme, antispécisme, etc., etc. Moi je pense que ces conflits soit éclateront et feront finalement la mort par décrédibilisation du féminisme tel qu'il aura fini finalement, ou sinon et je pense que c'est ce qui va se passer. Les intersectionnels prennent le dessus justement sur ce féminisme un petit peu plus traditionnel qui parle des femmes et qui ose parler des femmes. Et le mouvement vers lequel va l'intersectionnalité, c'est finalement montrer qu'il y a tellement un millefeuille d'oppression qu'au final chacun va finir dans sa bulle en disant oui mais toi tu m'oppresses, toi tu m'oppresses, toi tu m'oppresses, et finalement on peut voir de façon un peu dystopique ce qui nous pend au nez, une société hyper individualisée où chaque individu est opprimé par l'autre. Donc ces deux scénarios qui ne sont pas souhaitables, parce que je pense que les femmes ont des choses à dire, qu'il y a des progrès qui sont à faire dans les mentalités sur comment on voit les femmes, parce que le puritanisme victorien a fait des dégâts à ce niveau-là dont on paye encore les frais en tant que femme. Mais oui, voilà, il faut vraiment faire attention de pas tomber dans cette société hyper individualisée de un pour un et chacun contre tous. Merci beaucoup. Je crois que